Birds flying high, you know how I feel. Ici votre animateur Michael Bublé, animateur de Dread sur le Tape. J'espère que vous allez bien cette semaine. Shout out en premier. Tout de suite, je commence avec un shout out aux gens qui étaient à mon spectacle du 1er avril à la salle Fenplast. Merci énormément, ça a été un bonheur incroyable de vous voir en personne. Et je tiens à dire d'entrée de jeu, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là, que je viens tout juste d'annoncer de sortir des nouvelles dates de mon rodage essai-erreur, 1 heure de nouvelles blagues en évolution constante. Et des nouvelles dates qui sortent à Montréal, à Québec. Oui, il y a des gens qui m'écrivaient « Hey, tu viens-tu à Québec? Tu viens-tu à Québec? » Oui, je m'en viens à Québec. Et également Terrebonne en juin, donc en mai, Montréal et Québec. Et en juin, Terrebonne. Et il va y avoir d'autres dates. Hopefully cet été pendant les festivals à Montréal, festivals, je pense que c'est festival, peu importe. Et donc tout ça pour dire, tout ça se retrouve au davidbocage.com. Donc vous dites quelle date? C'est un teaser, c'est un suspense. Vous t'avez voir le film. Non. Donc davidbocage.com et je passe j'ose espérer pas trop loin de chez vous si vous êtes en ce moment à Rouen, je m'en excuse, mais je vais venir à un moment donné dans votre coin avec un show cette semaine à Dread sur le Tape, on a un épisode. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais c'est arrivé quelques fois dans l'histoire de Dread sur le Tape, des épisodes qu'on ressort des boulamites. C'est-à-dire que le moment, le temps entre le moment où on l'a enregistré et le moment où il est diffusé est excessivement long. Et c'est le cas ici avec l'épisode de AJ Greer, un bon boy de Joliette, qui a été enregistré le 3, il a fallu que je retourne dans mon agenda, j'avais changé d'agenda, ça a été long à retrouver, mais 3 novembre 2020, donc une bonne année et demie depuis qu'on a enregistré l'épisode avec AJ en début de pandémie. Et oui, c'est ça, écoute, il était vraiment, on en a enregistré, tous ceux qui sont parus depuis étaient plus récents. Donc voilà, mais non, on approche la fin de la 6e saison, on s'est dit non, c'est le temps de passer l'épisode avec AJ. Donc voilà, est-ce que j'avais oublié des trucs, je voulais parler? Non. Ah, OK, le petit là, ouais, OK, cool. Alors voilà, plein d'anecdotes. Honnêtement, c'est un gars super gentil, super généreux, qui, pour ceux qui se demandaient où il était rendu, joue maintenant pour le club école des Canucks, les Comets de Utica, dans la Ligue américaine. Il est presque un point par match. Je pense qu'il était 39 points en 44 games quand je regardais récemment. Donc, qui excelle visiblement dans la Ligue américaine, en espérant le revoir bientôt remonter dans la Ligue nationale avec une organisation. Peut-être, qui sait, un jour, avec l'équipe de sa région natale, les Canadiens de Montréal. À suivre! Voici un enregistrement qui date... j'allais dire du début de la pandémie, pratiquement novembre 2020, avec Monsieur AJ Greer. Dread sur le Tape avec David Bocage. Je reçois un gars extrêmement rare, c'est l'équivalent d'une licorne ou je sais pas ce qu'il y a une expression rare comme de la marde de pape parce que tu es un anglophone de Joliette. Ouais, exact. Les peu. Il y en a pas tant que ça. Il y en a-tu d'autres? Honnêtement, on était connus comme les Anglais à Joliette. Fait que je pense pas que c'est sûr qu'il y en avait d'autres, mais tu sais, il y a une école élémentaire, secondaire en anglais, mais c'est des francophones la majorité là. Comme vous étiez quelques-uns qui allaient à l'école en anglais? Ouais. J'ai commencé là. Puis après ça, on est déménagé, là. Mais ouais, Joliette, j'allais à l'école anglaise, mais je voyais jamais des Anglais dans la ville ou juste alentour de mon quartier et tout. Fait que je me demandais, ils étaient tous où, mais ils sortent juste pour aller à l'école. Ah, c'est ça. Et pour aller voter conservateur. Non, c'est pas vrai. Non, mais quand tu dis on se faisait appeler les Anglais, on dirait que ça fait un peu comme les années 50, nos grands-parents, genre comme les Français et les Anglais se battaient. Ça semble que ça vient avec une histoire de bataille d'habitude. Ouais, ben c'est drôle parce que mon père, il vient de Toronto, puis il est anglophone straight, vraiment là, anglophone. Lui, ma mère, elle vient de Saint-Gabriel de Brandon. Ils se sont rencontrés en Floride. Et puis mon père, il parle en anglais à ma mère, elle répond en français. Fait que là, ils se comprennent. C'est ça, exact. Fait que ton puis père, là, les deux sont bilingues, mais
Tu sais que mon père, c'est un anglophone, puis de Toronto, puis tout. Fait que, c'est sûr qu'il y a eu déjà des petits combats là dans le quartier ou juste avec nos voisins puis tout, mais non, on n'a jamais eu de problème là en tant que anglophone francophone. Là, ça a toujours été correct. Comment il s'appelle ton père déjà? Wayne Greer. Oui, c'est ça, Wayne Greer. Parce que je sais que ton père, il a été vraiment important dans ton parcours, là. Ouais. Juste au début, comme mon père, il a été un athlète aussi. C'est ça. Il a joué au baseball toute sa vie. Il a signé un contrat amateur avec les Mets. Wow. Jamais touché une glace de hockey de sa vie. OK, c'était non. Il n'a jamais touché une glace. Puis après ça, je sais pas comment que ça s'est passé, mais il m'a jamais vraiment raconté ça, mais ça fini qu'il a commencé à DG avec le Junior 3 de Joliette, là, c'est quoi le club, ouais, national, c'est ça? Ben, le pire, c'est que le gars qui coproduit le podcast, il a joué pour Joliette Junior 3. Ouais? Fait que je me souviens pas du nom, mais je sais que cette équipe existe. Bref, il a commencé avec il a peut-être déjà tradé le gars qui coproduit. Ça me surprendrait pas, mon père. C'est quoi? C'était en quelle année qu'il était là? Tu joues une mauvaise game, là, t'es tradé. Un gars émotif, parfait. Il était là en quelle année, ton père? Je sais pas, je pourrais pas te dire. Okay, je pense que je te dirais 95-96 parce que j'avais 3-4 ans puis lui il est allé à Cornwall après ça être GM là-bas. Fait qu'il a jamais joué au hockey, il a jamais coaché rien, mais il a été GM. Puis il a commencé à connaître la game puis comme je te disais avant l'épisode, là, son meilleur ami c'est Norman Flynn. Donc ils se sont rencontrés dans le monde du hockey puis là tu sais mon père c'est un fan du hockey. Ça a toujours été, mais comme j'ai dit, il a jamais joué. Fait que c'est comme weird un peu. Fait que ce que tu me dis, c'est que Norman Flynn parle anglais. Ouais, ben oui. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'imaginais un gars qui s'appelle Normand, c'est... Ouais, non, Normand, c'est une personne très bonne en anglais, en français aussi, mais tu sais, être à la télé de même, là, il a fait ça pendant longtemps à RDS, puis... Lui, il a coaché Norman Flynn, c'est ça? Ouais, il a coaché le championnat junior mondial. OK. World Juniors. World Juniors. Ah ouais. Je pense que c'est en 98, si je me rappelle. Wow. Puis il a coaché dans la Ligue junior majeure. Je te dirais un peu partout, là. Je sais pas professionnel, mais tu sais, il a coaché les kids aussi à son école de hockey. OK. À chaque été. Puis j'ai commencé à travailler là quand j'avais 12 ans. J'attachais des patins à des kids qui en avaient 14-15. No way! Ouais. Quand c'est qu'il y avait 15 ans et qu'ils savaient pas attacher leurs patins? Je sais pas. Je peux pas te dire, mais je me rappelle comme si c'était hier. Je suis rentré dans la chambre. Il y a des jeunes plus vieux que moi qui disaient, hey, tu peux-tu m'attacher mes patins? Je dis, arrête. Ben voyons. Ouais. Mais tu mettais leur patin entre tes cuisses puis tu fais comme un pan. Ouais, c'est ça. Puis c'était moi le coach. Je faisais au début j'ai commencé là, je faisais comme les bouteilles d'eau, puis les pucks, puis toutes les nets. Puis après ça, je suis devenu coach. Puis j'ai travaillé là jusqu'à temps que j'avais 16-17 ans. Ah, fait que t'es vraiment baigné dans le hockey. First things first, ton prénom AJ, ça, j'imagine que c'est pour Alain James. Non, c'est pas vrai. Non, pour... c'est Anthony John. OK. Est-ce qu'il y a du monde qui t'appelle Anthony John? Non, la seule personne qui m'appelle Anthony, c'est ma mère. Ah, wow. Là, en ce moment, on se parle, mais toi, t'es où en ce moment? T'es pas à Montréal? Non, je suis à Toronto. C'est ça que je me demandais comment ça se fait. Toi, t'es un gars de Joliette, ta famille est là, mais tu joues pas à Toronto, tu joues aux États-Unis. Pourquoi à Toronto comme home base? Donc, quand je m'ai fait drafter, j'étais allé au cadre de développement de l'Avalanche. Puis, j'avais juste fini ma première saison à BU. Puis, là, je suis allé là, j'ai rencontré le coach de patin. Puis, tu sais, le patin, c'était toujours une place que je voulais m'améliorer. Puis je trouvais que, parce que j'ai fait du patinage artistique, puis c'est complètement différent. J'ai fait du patinage artistique pendant 8 ans. Tu sais, puis j'ai toujours eu comme des sortes d'affaires dans mon stride, puis juste comme comment j'étais sur la glace, mon placement de mon dos, puis tout, j'aimais pas tant ça, puis je trouvais que ça nuisait à mon patin. Fait que je suis allé voir le skating coach, ça s'appelle Tracy Tutton. J'ai commencé à y parler, puis je trouvais que ses affaires, c'était vraiment nice, c'était sharp. Puis
après une semaine du cadre de développement à l'Avalanche, je trouvais déjà que mon patin était vraiment mieux. Puis tu sais, elle prenait des vidéos, elle avait des meetings le soir, elle te montrait ça à l'hôtel. Tu sais, elle faisait des dessins de comment l'angle de ton patin, puis toutes des affaires là même qui affectent ton patin puis ta vitesse. Donc, après cette semaine-là, je suis arrivé chez nous, j'ai dit, je m'en vais à Toronto. Puis mes parents disent, pourquoi? Puis parce que, écoute, pour ma carrière, il faut que je fasse ça, il faut que je travaille avec elle. J'ai pris mes affaires, j'étais allé tout de suite à Toronto. La première été, j'ai habité avec des amis de famille dans leur sol. Puis, ouais, c'est ça, je travaillais avec elle 3 fois semaine pendant l'été, puis ça a changé ma carrière complètement. Donc, dans le fond, elle est basée à Toronto. C'est comme la raison pourquoi je suis à Toronto. Mon père, il vient de Toronto aussi, puis ça a comme fait une petite connexion, mais je suis venu à Toronto, puis j'ai adoré ça. Pour vrai, là, c'est une ville formidable. T'as-tu acheté un endroit ou t'es là? Je loue. Parce que c'est connu, Toronto, pour être extrêmement dispendieux, là. Ouais. Donc, j'étais comme, wow. Malheureusement. Ouais, c'est ça. Fait que, tu voudrais-tu t'établir là à long terme ou c'est comme... Non, je pense que ça va être notre dernier été ici, là. Après, j'habite avec ma blonde et mon chien, puis ma blonde, elle vient d'Ottawa. Donc, je pense qu'on va s'établir à Ottawa, là, on va pogner une maison là-bas, puis on va être capable d'être plus proche du Québec, puis en même temps avec sa famille à Ottawa, donc ça va marcher là. Puis il y a des bons coachs à Ottawa aussi, tu sais. Fait que ça marche là, mais ouais, c'est ma 4e été à Toronto, puis tu sais, c'est vraiment nice, là. C'est écœurant comme ville. Ta blonde, c'est une francophone ou anglophone? Anglophone. Anglophone. Parce qu'à Ottawa aussi, il y a des franco. Ouais. Non, elle vient de la partie anglophone. OK. Ouais, t'as parlé de BU. Écoute, plongeons tête première parce que c'est quand même un... Mais justement, avant d'aller à BU, t'as quand même été aussi, pour être recruté là, t'es allé dans un prep school, j'imagine? Ouais, je vais commencer avec mon parcours au début, là. Parce que c'est comme un peu crazy, là. Dans le fond, j'ai commencé, je suis né à Joliette. Ouais. J'ai joué mon hockey mineur à Joliette. Je faisais des tournois 3, tu sais, aux États-Unis et tout un peu. Fait qu'on commençait, mais j'avais 7-8 ans. Puis jusqu'à 7-8 ans, on a déménagé de Joliette à Repentigny. J'ai vécu mon enfance vraiment là parce que, tu sais, jusqu'à temps que tu as 7-8 ans, t'as pas vraiment des amis d'enfance, dans le fond, là, mais j'ai vécu là. J'ai joué mon hockey mineur, j'ai fait Atom, Pee-wee, Bantam, Midget. J'ai joué avec le Phoenix. Puis avec le Phoenix, c'était comme ma dernière année au Québec. Fallait que je fasse une décision si je voulais aller le côté universitaire ou le côté la GMQ. J'ai parlé à mes parents, puis ça a toujours été vraiment un rêve pour moi de jouer universitaire. Puis mon parrain, Benoît Lampron, il vient de Sainte-Anne-des-Plaines. Lui, il a joué, dans le fond, on parlait du Junior 3 avec le National. Il a joué pour le National. Il a habité chez nous. Puis mes parents, ils l'ont adoré, puis ils ont dit, OK, t'es le parrain de notre fils. Ouais. Il était mal pris. Il y avait... Leurs frères et sœurs ont très mal pris, qu'ils ont donné à un étranger le titre de parrain. Mais c'est malade. C'est à ce point-là qu'ils l'ont aimé, bref. Ah, exact. Parce que, attends, by the way, je t'ai juste mentionné tantôt, parlant de ton parcours, puis de ton enfance, que tu as fait du patin artistique pendant 8 ans. Ouais. Mon grand frère, il a fait du patin artistique toute sa vie. Puis ça a commencé que j'ai juste fait du patin artistique pour savoir comment patiner. Puis là, j'ai continué, j'aimais un peu ça. Puis tu sais, c'était une affaire que mes parents m'ont mis, puis je le faisais. Genre, tu faisais en même temps que le hockey, c'était en parallèle. Ouais, c'est ça. Des fois, j'avais des pratiques de patin. Tout de suite après, il fallait que je mette mes patins de hockey, puis ça marchait pas tant. Puis je te dirais, à 11-12 ans, j'ai commencé à dire à mes parents, là, je peux plus faire ça. Là, la lame, elle marche plus. Là. Parce que, tu sais, les lames drettes puis contournées, c'est complètement différent. J'arrivais sur mes patins de hockey, puis je tombais partout. Là. Puis là, à 12 ans, tu as choisi vraiment le hockey. Exact. Donc là, t'étais rendu au point où il fallait que tu fasses une décision, soit si t'allais junior majeur. Ouais, c'est ça, exact. Donc, pour le junior majeur, l'universitaire,
comme j'ai dit, mon parrain, Benoît Lampron, lui, il a fait 2 ans à l'Université de Vermont. Puis je me rappelle, quand j'étais kid, j'allais le voir jouer, puis je trouvais ça écœurant. Puis l'éducation, pour nous, c'était toujours important, parce que mon père, il est allé à l'université, mais, tu sais, il y a personne dans ma famille qui a jamais eu l'opportunité de peut-être avoir un scholarship ou quoi de même. Puis aller à l'université américaine, tu sais, c'est vraiment prestigieux, là. Donc, j'ai décidé d'aller sur cette route-là. J'ai dit au Phoenix que j'allais pas retourner puis que j'allais aller prep school. Dans le fond, c'est école secondaire, c'est l'âge midget junior. Fait que j'ai fait mon secondaire 3, 4, 5 comme à New Hampshire, Kimball Union Academy, ça s'appelle. Fait que je suis arrivé là, j'ai joué là pendant 2 ans. Sont-tu connus pour le hockey? Ouais, ce programme-là est connu pour le hockey. Puis l'avantage d'aller prep school, c'était parce qu'il y avait vraiment beaucoup de scouts qui allaient là. Puis tu sais, tu te fais voir vraiment bien là par les universités et tout. Donc, puis j'ai eu un scholarship là aussi. Fait que ça a comme vraiment donné l'opportunité. Ça a comme déboulé, là. Exact. Parce que, tu sais, c'est cher à aller là-bas. Je te dirais, même pour l'école secondaire, c'était comme une affaire comme 40 000 par année. C'est ridicule, là. Tu n'aurais pas pu aller là sans scholarship. Non, jamais. Donc, je suis allé là. J'ai fait ma première année, ça a bien été, j'ai bien joué. La deuxième année, j'étais capitaine. J'ai vraiment bien joué. J'ai fait mes statistiques, tout ça a bien été. On a tout gagné en plus. Fait que ça a marché de même. J'étais commit à Penn State. OK. À 15 ans. Après l'année des Phoenix Midget 3, Penn State m'a offert un full scholarship. J'ai accepté tout de suite, sans comme regarder mes options un peu. Là. Ouais. J'avais 15 ans, ils m'ont dit viens en Pennsylvanie, viens voir l'aréna, le campus, tout. Fait que j'étais arrivé là, c'était malade. Là. Ils m'ont assis dans leur bureau puis ils ont dit OK, on t'offre un full scholarship. J'ai dit ouais, je le prends tout de suite. Puis t'étais avec tes parents ou? Ouais, j'étais avec mes parents. Puis pour nous, tu sais, c'était comme un rêve qui vient de se réaliser là. Donc j'étais allé à prep school, j'ai joué 2 ans là, puis là je commençais à voir que il y avait des plus grosses écoles, des plus gros programmes qui signaient des gars, puis je dominais de plus en plus, puis je trouvais que je serais capable de jouer à ces gros programmes-là. Donc, j'ai appelé Penn State après ma deuxième année. Je leur ai dit, écoute, je vais regarder mes options quelque part d'autre, parce que c'est juste un verbal agreement. Donc, tu signes rien, tu sais, puis oui, il faut que tu sois il y a man of your word, tu sais, c'est un verbal agreement, mais il faut que tu le fasses. Mais en même temps, j'ai eu l'option d'avoir d'autres écoles parce que je suis allé jouer à USHL. Puis il y avait d'autres écoles qui parlaient à mon agent déjà, mais je suis allé jouer à USHL pour une fin de semaine. J'ai été drafté comme en 12e ronde avec les Des Moines Buccaneers. Je suis allé là-bas. J'ai joué comme défenseur. En 2 games, j'ai 3 points. J'étais sur le premier power play, premier penalty kill. Ça marchait bien, là. Je sais pas pourquoi, mais cette fin de semaine-là a comme changé ma carrière complètement. Après le match, je sors de la glace, il y a 6 coachs qui m'attendaient en avant de la chambre. UConn, BC, BU, Northeastern, puis une coupe d'autres. Puis ils étaient tous prêts à m'offrir direct là sur le spot. Un faux scholarship. Ouais, exact. Fait que là, j'appelle mon agent, là, je capotais, tu sais. Là, je dis, hey, c'est incroyable, là. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, OK, regarde tes options, on va en parler après la semaine. Il me rappelle une couple de jours après. Là, je suis revenu au prep school. On commence cette saison, ça va très bien. Il m'appelle, il dit, ouais, BU m'a appelé, puis ils veulent que tu viennes l'année prochaine. Puis là, je dis, il me reste 1 année encore. Il dit, ouais. On a déjà appelé ton école toute, on a regardé tes credits, puis il te manque juste 2 credits à faire. Fait que tu peux les faire en ligne, puis skipper ta dernière année de secondaire, puis aller tout de suite comme 17 ans à BU. Fait que je dis, ben oui, ça c'est incroyable. En plus, tu checkais ça. Jack Eichel, Matt Grzelcyk, Evan Rodriguez, Kaysen Holman, Danny O'Regan, tous des gars qui ont brûlé l'universitaire. Là. Mm-hmm. Et je capotais. Là, je dis, OK, prends ça tout de suite.
Fait que là, je signe ça. Là, c'était officiellement signé. C'est officiel, exact. Ça, là, c'est officiellement signé parce que j'ai été capable de faire mes crédits en ligne. Donc, parce que jouer universitaire aussi, il faut que les gens sachent qu'à 17 ans, c'est rare. Ouais, ça, tu joues rarement pas. Ton draft year. Souvent, c'est que tu vas être drafté et l'année d'après, tu vas aller jouer college, tu sais. Exact. Parce que les gars ont 18, 19, 20, 21, 22. Puis souvent, même après ton parcours secondaire, les équipes, ils veulent que tu aies joué un peu de junior USHL pour avoir un peu d'expérience. Parce que tu arrives universitaire puis tu joues avec des gars qui ont 24, 25 ans puis tu as 17 ans, tu sais. C'est rough, là. C'est une différence, c'est un style différent de game. Puis comme pour moi, je suis arrivé de prep school, j'étais un gars de 70 points en 30 matchs, en 40 matchs. Mm-hmm. Puis j'arrive à BU, ma première année, j'ai 7 points en 38 matchs. Ouais, mais t'as 17 ans, tu joues contre des gars vieux, puis tu devais pas jouer top 6, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis donc là, j'arrive sur le campus. Premièrement, mon roommate, c'est un gars de 21 ans, j'en avais 17. Il t'a appris la vie. Exact. Toute son expérience de vie, lui, là. Mais qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à cette colocation-là? Ben, tu sais, la première fois que j'avais besoin de l'alcool, j'avais 21 ans, j'en avais 17. Ça dit tout. Ouais, c'est pas compliqué. Non, mais c'était vraiment un bon gars pour avoir pour moi parce que, tu sais, il m'a vraiment comme pris sous son aile, là, c'est ça. Puis il m'a vraiment aidé à transitionner parce que aussi, j'étais quand même un kid, là, j'avais 17 ans, puis même prep school, mes parents, ils venaient presque à chaque fin de semaine à mes matchs, c'était juste à 4 heures de chez nous. Là, j'arrive à Boston, t'es dans une grosse ville, puis Boston University, c'est pas un campus, c'est dans la ville. Fait que, tu sais, c'est stressant, là, à 17 ans, avoir de la pression de bien jouer au hockey. En plus de ça, c'était mon draft year. Ouais. Fait que, tu sais, il y a de la pression à jouer bien là. Fallait que je reste top shape académiquement. Puis, fait que c'était beaucoup. C'est pour ceux qui savent pas aussi, BU, c'est vraiment Boston University, c'est vraiment une grosse université de hockey là, avec une énorme culture de hockey. Là, les Chris Drury, puis il y a beaucoup. La liste est vraiment longue des gens qui sont passés là. Il y a beaucoup de monde qui tuerait leur mère pour jouer à BU. Tu sais, fait que c'est quand même un big deal. Tu sais, d'arriver là puis de le faire à 17 ans, ben là encore plus. Tu sais. Ouais, j'étais vraiment chanceux d'avoir cette opportunité-là. Puis, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus quand t'es arrivé à BU? Ben, notre aréna était incroyable. Tu rentres, t'as le gym, t'as le gros gym avec tout plaqué BU. Chaque poids, tout ce que tu peux penser, là, c'était 110%. Genre, incroyable. T'avais des gars qui étaient engagés juste pour enlever les poids puis les remettre sur les bords pour toi. Non, des esclaves de gym juste pour vous. T'avais un shooting room avec, tu sais, l'affaire au sport, là. Ouais, juste pour tester des bâtons là, au Rousseau, qui ont enlevé parce que tout le monde pétait les bâtons, mais vous aviez le droit d'avoir ça. Ouais, c'est ça. T'avais ça. Tu sais, tu pouvais avoir la glace à toute seule n'importe quand. Si t'avais pas de classe le matin, tu te levais, t'allais sur la glace quand tu voulais. Puis l'aréna était gros. C'est comme, je te dirais, là, t'enlèves le deuxième puis le troisième, les étages du Centre Bell, puis c'est juste le premier bowl. Wow. Ouais, mais j'ai été voir, il y a 2 ans, j'ai été voir Cale Makar, UMass, jouer contre Brady Tkachuk, Jake Ottinger, Shane Bowers. En tout cas, j'en oublie le Dante Fabro, anyway. Mais j'en étais allé, bref, oui, c'est une aréna qui a énormément d'ambiance. Qu'est-ce que je te demandais? Ça, t'as joué cette année-là, justement, t'as quand même été habillé pour la plupart des games. Ouais. Donc, plus j'allais juste dire ça. Fait que l'aréna, tout ça m'a impressionné. L'éducation, c'était. Ah oui, c'est ça. C'était vraiment top shape, là. C'était tough, mais ça valait le prix, exemple, pour le monde qui payait ça, parce que pour vrai, là, j'ai jamais vu ça. C'était des classes de 6-7, je te dirais, mais le professeur était vraiment sur toi, puis avec le programme de hockey, t'avais... C'est 6 ou 7 par classe? Ouais, c'est ça. C'est minuscule? Ouais, puis
avec le programme de hockey, tu avais des tuteurs gratuits, tu avais toutes les ressources pour avoir du succès. Puis après ça, dans le dortoir, j'avais mon roommate, Nick, le gars de 21 ans. Puis après ça, à côté de nous, c'était Jack Eichel, puis Johnny McLeod. Puis ça a été bon parce que ces deux gars-là, ils avaient 17 ans aussi. Fait qu'on a bien eu du fun. Ma classe, mon freshman class, qu'on était incoming, là, on était 10 gars qui avaient entre 17 et 19 ans. Fait que, tu sais, on était bien là, on avait bien du fun, puis les gars se respectaient. C'était tellement une bonne équipe, une bonne chimie. Parle-moi de ta relation avec Jack Eichel, tu sembles avoir des bons souvenirs. Ouais, c'est vraiment un bon gars, ce gars-là. Vraiment juste un gars sympathique, humble, down to earth. Genre, tu penserais pas que c'était un superstar, tu comprends? Puis il prend soin de ses personnes. C'est vraiment là un class act. Tu étais encore en contact avec lui? Ouais, tout le temps. Ouais. Puis j'ai pas entendu, ça va-tu bien ces affaires? Non, c'est pas vrai. ouais. Non, mais j'essaie de trouver les mots là, mais c'est vraiment un bon gars. Puis le monde dit peut-être qu'il est arrogant pis tout, mais vraiment pas là. Vraiment, les gars, comment il traitait les gars? Tu sais, lui, il rentre à 17 ans dans la BU pour son draft year. Évidemment, il a tout torché. Il a gagné le Hobie Baker. Je pense que la dernière fois qu'un freshman avait gagné ça, c'était genre Paul Correa. Tu sais, une affaire pas possible. Les gars de 22, 23, comment ils traitaient Jack Eichel? Honnêtement, c'était une des meilleures équipes j'ai joué pour la chimie d'équipe sur la glace, hors de la glace. Là. Je te dis, on perdait des fois 2-1, 3-1, puis on s'en allait dans la troisième période. Les gars, ils riaient dans la chambre. Je te dis, c'était malade. On le savait qu'on allait gagner à chaque game. Je m'en rappelle une game, on jouait contre Maine. Je pense que c'était 3-2. On rentre dans la chambre. Puis là, les gars, on jouait comme au football avec les towels de Gatorade. Là. On faisait, tu sais, whatever, on faisait des jokes. Puis là, c'était silencieux après le speech du coach. Puis là, je m'en rappelle plus c'était qui, mais le gars, il disait, OK, là, on peut aller gagner ça pour qu'on ait un bon samedi soir, là. Le gars, il score. Le gars qui a dit ça, il a scoré. Je crois que c'est Matt Lane quelqu'un d'autre, puis après ça, Jack a scoré en OT. Puis c'était juste, honnêtement, là, à part de la dernière game en finale, c'était vraiment une année parfaite. Une des mes meilleures années de ma vie. Puis, comme j'ai dit, c'était mon draft year. Ouais. On a tout gagné, mais malheureusement, on a perdu en finale contre Providence sur le but là, que le goaler il a échappé à la porte. Ouais, ça avait fait le tour du web. Ouais. Puis j'étais sur la glace, tu me vois, puis là, je mets mes mains sur ma tête, j'étais genre, oh, non. T'as joué la comédie de l'émotion, genre, non! Non, c'est ça. Genre, mais c'est quoi le nom de votre goaler? Matt O'Connor. Très bon gars, très bon goaler. Il avait été signé par Ottawa, je pense. Ottawa, Nashville. Tu sais, c'est juste une malchance. Ça arrive à tout le monde. Puis c'est juste triste que ça arrive à lui parce que c'était vraiment un très bon gars. Puis ce gars-là, il a pris ça jusqu'à aujourd'hui, il l'a sur le cœur. Tu comprends? Comme il va jamais s'en remettre. Puis c'est vraiment juste malheureux que ça s'est arrivé. C'est une bad luck. Puis ça arrive à tout le monde. C'est juste ce moment-là, c'était vraiment le pire moment que ça l'arrive. Il vivait dans la chambre après, ça devait être... puis en plus, t'avais toutes les caméras puis tout qui arrivait, puis les gars, ils voulaient pas dire un mot. C'était pas bon, là, comme feeling. C'était vraiment pas bon. Puis, en tout cas, fait que c'était mon draft year. Mais là, attends, je veux qu'on parle un petit peu de Jack, là, parce que c'est quand même un fucking phénomène, ce gars-là, là, je veux dire. J'ai une bonne histoire pour toi. Wow, you go. On joue un samedi soir. Je te dirais, non. C'est samedi soir? C'est pas grave. Ouais, whatever. Mais, non, OK. On pratiquait le samedi à midi. OK. Puis on avait perdu notre match d'avant, fait que là, on savait qu'on allait se faire basket, puis on n'avait pas bien joué, whatever. On sort le soir d'avant.
là, tous les gars sont maganés, là. Tu sais, on est tous ensemble, on rentre tous, on rit. Puis il y a des marches, tu rentres, il y a des marches, puis après ça, à droite, c'est le gym. On était peut-être, je te dirais, 10-15, on rentre tous, on regarde à droite, t'as Aiko, il était 8 ou 9 heures du matin, Aiko qui était en train de faire des cleans à 300 livres, avec la musique dans le fond, là, plein de sueurs. Puis on a demandé à un des coachs, puis il a dit ça faisait 2 heures qu'il était là. C'était un malade mental, ce gars-là. Fait que lui, vous êtes sorti jusqu'à 3-4 heures. Du matin. Puis lui, à quelle heure il était dans le gym en train de lever du 300 livres? 8-9 heures. Puis c'était pas c'était pas un workout facile, là. Je te dis, on capotait. Il savait où il s'en allait dans la vie, lui. Ouais, ça a toujours été un gars qui travaille fort, puis qui fait ses affaires, puis qu'il a jamais, tu sais, j'ai toujours aimé jouer contre lui, puis dans les pratiques, puis on a joué contre lui quand il a joué pour l'équipe mondiale junior. Ils font comme une game exhibition contre BU à chaque année, puis il était sur l'autre équipe. Fait qu'on a joué contre lui. C'était drôle, ça, mais ça a toujours été un gars que j'ai aimé être sur la glace avec parce qu'il compétitionne, puis tu sais, il va jamais quit. Il va toujours faire la bonne affaire, puis tu sais, moi je le regarde là, puis c'est vraiment quelqu'un à qui je peux regarder ça, puis je me dis wow, je veux vraiment être de même, puis je veux avoir son intensité puis sa passion pour le hockey là. C'est quoi l'affaire à propos de Jack Eichel que les gens savent pas? T'es comme mais tu sais, je te dirais sous-estime, c'est son patin, je pense qu'il est vraiment sous-estimé en général. Il joue à Buffalo, puis ils ont pas fait de playoffs. Puis ce gars-là, tu sais, c'est une machine, puis il est vraiment underrated. Je te dirais, pour vrai, là, personnellement, là, je te dirais c'est un top 10 dans l'équipe. Ah, moi, je le sais. Mais là, non, mais à chaque personne que je dis ça, ils disent, mais non, tu peux pas dire ça. Mais voyons donc, ça en dit pas long sur Jack Eichel, ça en dit long sur ces gens-là. Non, Jack Eichel, c'est un top joueur au monde, puis il est même pas encore dans son prime, selon moi. Non, c'est ça, exact. Mais là, avec Taylor Hall, tout, je pense que ça va débloquer, là, mais justement, c'est vraiment underrated. Tu parlais de, justement, tu sais, comment il y a beaucoup de gens qui le trouvent un peu cocky, tu sais, je sais que l'année de son draft, il voulait défier McDavid, puis en fait, ce qui a beaucoup fait jaser, c'est que dans les dernières années, parce que c'est tough de le blâmer, mais la situation de propriétaire à Buffalo est vraiment weird, puis l'équipe il a quand même fait beaucoup de sorties dans les médias, ce qui est quand même rare, tu sais, que quelqu'un va sortir dans les médias puis dire hey, là, si on gagne pas, là, moi je commence à être tanné. Puis cet été, il y a même eu des rumeurs. Bob McKenzie a dû aller vérifier, mais il y avait des rumeurs qui voulaient être trade out de Buffalo. Puis les gens sont comme OK, ben là, il est-tu immature ou il est-tu. Non. C'est quoi ton c'est un gagnant. C'est un gagnant, il veut gagner, puis tout ce qu'il a joué, il a gagné toute sa vie. Que ça soit, il est allé, il était jeune, il jouait à Boston. Après ça, il est allé au National Development Program. Ils ont tout gagné là-bas. Il est arrivé à BU, on a tout gagné. Puis là, il arrive à Buffalo, puis il gagne rien. Pas en tout. Ils font pas les playoffs. Ça perd. Il y a pas de fans. Ils font pas les playoffs. Tu sais, c'est sûr qu'un gars va être frustré. Moi, je serais frustré autant que lui. Mais lui, parce que c'est le gros joueur étoile, il se fait dire qu'il est cocky, puis ça. Puis moi, je respecte pas les gens qui disent ça parce que ce gars-là, man, c'est une machine. Vraiment, là. Elliot Friedman, il disait, bon, ils ont mis de l'eau sur les rumeurs, tu sais, comme il va pas être tradé, mais ils ont dit si dans un an, ils refont encore pas les séries, puis c'est normal. Il dit, checkez ça parce que je pense, est-ce que tu penses que Jack est encore à Buffalo pour longtemps ou? S'il gagne pas, non. Puis moi, je connais pas plus que les autres à propos de ce sujet-là, mais comme j'ai dit, c'est un gagnant. Puis il va tout faire pour gagner. Puis si ça gagne pas, il voudra pas être là. Puis c'est pas un gars qui dit on gagne pas, je vais pas donner mon 100%. Là. Au contraire, c'est un gars qui va essayer de jouer pour gagner autant. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que ça débloque. Là. Puis je pense que Buffalo, ils ont fait un bon push pour lui cet été pour vrai. Là. Eric Stahl. Exact. Taylor Hall. Ils viennent de signer Gergensen.
Fait que je pense que c'est vraiment là, OK, on te donne tous les outils, puis cette année, c'est l'année. Ah ouais. Personnellement, Bon. c'est ça, je pense. Le contrat de Skinner est un des pires contrats que j'ai vu de ma vie, mais ça, c'est un autre dossier. Pas de commentaire. Non, c'est ça, j'allais dire, je voulais parler de Jack Eichel. Est-ce que c'est sûr que les gars devaient faire des jokes sur, parce qu'il y a exactement les mêmes cheveux que Justin Timberlake dans le temps d'NSYNC. Comme quand il se laisse les cheveux, il y a des petites boucles serrées blondes. Les gars, il y avait non, c'est sûr qu'il y a une couple de gars qui le chirpaient pour ça, là, mais non. il est trop superstar pour que tu dises de quoi à propos de ça. Là. Ouais. Il paraît bien, non? Est-ce que vous aviez un... J'avais une autre histoire de lui, oui. mais ça va me revenir. C'était quoi? C'était une bonne histoire, là. C'est quoi qui t'avait fait penser à ça? J'essaie de... Parce qu'on parlait de quand on est arrivé pour la pratique puis il s'entraînait. Ben oui. Mais je vais repenser puis je te dirai ça. C'est bon. Quand t'es à BU, interromps-moi quand ça te revient. Ouais. Quand t'es à BU puis t'es un joueur de hockey sur l'équipe, j'imagine que dans l'espèce de micro-société, vous deviez avoir est-ce que vous aviez un certain statut de superstar? Ouais, c'est gros, là, c'est autant gros dans la ville de Boston que sur le campus. On était vraiment respectés, c'était le fun, là, c'était, comme j'ai dit, c'était une de mes meilleures années de ma vie, puis vraiment, c'était tout ce que tu peux imaginer. Ça c'était l'année de ton draft ou c'était... Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'était l'année de mon draft. Je m'en laisse sur mes 18 ans. J'ai commencé l'année sur la 4e ligne. Je me faisais scratch un peu, mais je comprenais parce que, tu sais, pour moi, j'étais là pour les 4 ans. Puis, je me disais, OK, je suis dans ma première année, t'as Eichel, t'as tous ces gars-là qui vont aller pro dans 1 an ou 2. Donc, je comprends pourquoi je scratch, mais je veux absorber le plus d'informations puis de ces gars-là. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y avait tellement une bonne chimie dans cette équipe-là, parce que tu sais, t'avais des gros gars comme lui, puis t'avais des vétérans qui avaient pas peur de comme montrer aux jeunes comment que ça se fait. Puis tu sais, des fois il y a un élément de, comme tu dis, un statut là que les gars vétérans puis les superstars ils font leurs affaires puis tout, mais c'était vraiment là une équipe. Puis nos coachs c'était vraiment des bons coachs. C'était David Quinn, Albie O'Connell, Steve Greeley. C'était des coachs qui aimaient ça teach. Ils aimaient ça enseigner les propres affaires comme leur le gameplay pro style puis le college style. Tu sais, on regardait toujours des clips de la NHL avant nos pratiques, tout comment certains gars jouaient, comment certaines équipes ils faisaient. On avait des gars de nutrition, des yoga, fitness, tout ce que tu peux penser, on avait. Vraiment là. C'est de luxe. C'était de luxe. Puis c'est ça, j'ai commencé à jouer de plus en plus. J'ai joué sur la 3e ligne à Noël. Après ça, commencé à février, j'ai fini sur la 2e ligne avec Casey Norman puis Artie Oxenen. J'ai joué un playoff là. Le restant de l'année, j'ai joué là. Puis c'est ça, fait que je te disais, j'ai eu 3 points dans la saison, puis j'ai eu 4 points dans les playoffs. Tu sais, c'était stressant parce que c'était mon draft year puis tout, mais mon agent me disait toujours, inquiète-toi pas des points, fais juste jouer ta bonne game, puis tout va arriver. Là, l'année finie, je commence à avoir des entrevues des équipes. J'ai rencontré avec, je te dirais, sur 31, à peu près 25. Ils venaient au campus, on allait manger, whatever. Puis je pense que c'est là que ça a fait une grosse différence parce que j'étais capable de montrer qui que j'étais hors de la glace. Puis, tu sais, eux autres, ils parlaient au coach de BU, puis voir mon éthique de travail, tout. Donc, ça a fait de la différence là. J'étais allé au draft en Floride. Mon agent il me disait, ça se peut que tu sois pick en première ronde, mais je te dirais plus 2-3. Je te dis, OK, parfait. J'arrive au draft. Là, moi, je me gageais sur la liste de NA recruits, right? Fait que, attends, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Pendant que c'est sur la Central Scouting List, tu dis, je suis meilleur que lui, je suis moins bon que lui. Ouais, c'est ça. Être à peu près là.
Fait que là, j'étais 89 sur la Central Scouting. Fait que là, moi, dans ma tête, 89, je vais sortir là. Mais ça compte pas les Européens. C'est ça. Ça compte pas les Européens, rien. Fait que on était en Floride, moi pis Jack, ensemble, on a bien du fun. On allait faire du sidou avant le draft, tout, c'était écœurant, là. Pour vrai, là, c'était vraiment insane. On arrive là, la première ronde, elle commence. Toutes les picks, je te dirais les premiers 20 picks, c'était tous des picks corrects, mais il y en avait beaucoup de ces picks-là qui étaient pas sur le Central Scouting. T'avais des gars comme Zboril, des gars de même qui sortaient. Fait que moi, dans ma tête, je suis non, ça veut dire que moi, je descends. Fait que là, le dernier pick de la première ronde, je regarde mon agent qui est à côté de moi, il dit ouais, peut-être que ça va être eux. Je pense que c'était les Coyotes. Puis j'avais parlé aux Coyotes. Puis là, je sors pas. Puis là, je suis arrivé chez nous, puis là, j'étais comme non, là, je vais être plus dans la 4e, 5e ronde parce qu'il y a tellement de gars qui ont été picked qui étaient pas sur le Central Scouting. Je m'assis pour la 2e ronde le lendemain. 31, 32, 33, 34, 35. Là, puis je m'attendais pas à rien. Vient 39, l'Avalanche, il échange pour le 39 contre San Jose. Puis j'étais là, je m'assisais, je parlais à mon frère ou à ma mère. Mon agent, il a frappé mon père puis il dit c'est celle-là. Moi, je savais pas. Mais je regardais même pas le draft, le stage. Je regardais à droite, je m'en rappelle. Puis là, j'entends juste mon nom sur le mic. Puis là, je regarde sur le screen, mon nom, en gros, 39 overall. Hey, je capotais, ben raide. Les larmes aux yeux, incroyable. Je suis allé down aux tables dans le milieu. Ils m'ont donné un jersey. J'ai rencontré Patrick Roy. Puis, drôle d'histoire, Patrick Roy, sa sœur, c'était ma prof de maths en 5e année. Mais non! Puis lui, ouais. Puis il nous a toutes donné des cartes autographiées. Puis il a fait une vidéo à la fin de l'année en disant, tu sais, allez toujours pour vos rêves, vos ambitions. Puis tout. Fait que c'était vraiment cool. J'ai dit ça, puis il dit, ouais, elle m'a parlé de toi hier. Fait que pour eux autres, ils savaient qu'ils allaient faire ce pic-là. Fait que ça a bien à donner. Puis c'était la meilleure journée de ma vie. By far. On a eu un... Fait que Joe Sakic était-tu déjà là ou pas? Ouais, Sakic était là. C'est ça. Fait que j'ai rencontré Sakic, mais il était pas là à ce moment-là. J'ai rencontré Sakic dehors, comme je te dirais, deux heures plus tard. OK. Mais c'était juste vraiment fou, là. L'expérience de se faire drafter. Début 2e round, finalement. Ouais, exact. Je m'ai fait drafter. Après ça, il fallait que tu prennes des photos, tu ailles signer des autographes, tu fais des entrevues. C'était vraiment tout ce que je rêvais d'avoir là, dans cette journée-là. Wow. Fait que ça, c'était... Ouais, t'allais dire. Fait que là, je retourne à BU. Ouais, c'est ça. Je retourne à BU. Je fais ma 2e année. Je commence, puis j'étais sur la 4e ligne au début. Puis là, je me disais, tu sais, j'aime pas tant ça. J'étais allé parler au coach, puis il me faisait jouer, mais pas autant que ce que je voulais. Puis là, je regardais le line-up, puis je regardais dans les années, parce qu'il me restait 2 ans après celle-là. Puis t'avais des gars comme Clayton Keller, Shane Bowers, tous ces gars-là qui s'en venaient l'année d'après. Fait que ça me poussait encore moins dans le line-up. Fait que j'ai parlé à mes parents, j'ai parlé à mon agent, puis j'ai été drafté dans la JMQ après mon année des Phoenix. J'ai été drafté en 13e ronde par Rouen Aranda. Au cas où. Au cas où, exact. Puis ils m'ont appelé, je m'en rappelle, j'étais chez nous. Ils m'ont appelé, ils disent « Hey, Jay, on vient de te drafter en 13e ronde. Tu penses-tu que tu viendrais au camp? » Puis je dis « Non, malheureusement, je peux pas, excuse. » Puis j'ai raccroché. À cause des règles d'éligibilité. Parce que si tu joues à un camp je pense plus que 24 heures, quelque chose comme ça, tu peux plus jouer college. Dans mon temps, je te dirais que je pense que c'était s'ils donnaient un bâton ou de coup de même. Genre de coup de fou de même. Si tu recevais quelque chose de eux gratuitement. Ouais, c'est ça. Fait que là, à BU, en décembre, début décembre, je commençais à parler à mon agent. Je disais, je joue pas tant, puis l'équipe, la Q qui m'a drafté, sont en première place, puis je pense vraiment que ça serait un bon fit aller jouer là, avoir du temps de glace. Fait que c'était ton idée. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est risqué, là, parce que moi, j'ai un full scholarship. Puis c'est une valeur de 250 000. Fait que, tu sais, 200 000.
C'est quand risqué. même. C'est vraiment... Ah, c'est ça. Tes C'est parents? vraiment... Mes parents, non, ils voulaient pas. Puis je leur ai dit, écoute, c'est ma carrière, puis je serais pas ici si je jouerais pas au hockey. Fait que je leur ai dit, écoute, I'm gonna bet on myself. Parier sur moi-même. Exact, parier sur moi-même. J'ai appelé mon agent et je dis, OK, je m'en vais dans Q. C'est en décembre. Là. En décembre, c'est ça. Fait que ma fête, c'est le 14 décembre. Le 15 décembre, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit. Le 16 décembre, j'avais mes examens, mes final exams pour comme le term. Là. Mm-hmm. J'ai fait l'examen, je suis parti. Suite, après mon examen, mon père est venu me chercher, il m'a amené à l'aéroport. J'étais allé à Rouyn-Noranda le soir même pour aller voir un match contre Val-d'Or. J'ai rencontré l'équipe, les coachs, tout. J'ai signé le contrat. Puis j'ai joué là l'autre moitié d'année. On a tout gagné. On a perdu en finale encore contre London, Mitch Marner, tous ces gars-là. Mais c'était vraiment une très bonne expérience puis une très bonne décision de ma part. Ça m'a permis de focus sur le hockey. Parce que à BU, j'avais tellement d'énergie à différentes places, que ça soit socialement, mon éducation, puis le hockey. Mm-hmm. Je trouvais que puis tu joues pas autant que la LMGMQ. Tu joues juste 40 games college. Ouais, c'est 1 à 2 games par fin de semaine. C'est les vendredis, samedis, puis aussi tu joues sur la 4e ligne quand tu joues, alors exact. que là, tu joues 60-80 games, tu vas être top 6 contre des gars plus jeunes. Donc quand tu es arrivé de BU à Rouen, c'est quoi qui t'a frappé dans le jeu? Dans le jeu, c'était vraiment plus offensif. Je te dirais collégial, les gars sont plus gros, plus vite, mais ça frappe plus. Tandis que dans Q, plus vite, je sais pas, parce que dans Q, c'était vite, mais c'était plus offensif. Skill, plus d'opportunités à faire des jeux, tandis que college, c'est vraiment crash and bang hockey. Ouais. Donc, j'ai fait ça, puis... Attends, ta deuxième année, par exemple, il y avait aussi on a parlé, première année, il y avait Jack Eichel, mais ta deuxième année, il y avait Charlie McAvoy. Charlie McAvoy, yeah. Puis, c'était mon co-chambreur. C'est vrai? Ouais. Ben là, ça veut dire que t'en as des bonnes. T'en as des bonnes sur Charlie. Ouais. Moi, je te laisse aller. Là. Qu'est-ce que... C'était... Ce gars-là, il est juste vraiment drôle. Là. Tu le regardes, puis c'est juste un gars goofy, là. Tu comprends? Ouais. Il fait bien des jokes. Il est pas stressé dans la vie. C'est juste un gars de bonne humeur qui me faisait rire à chaque studio. Y a-t-il une anecdote qui te vient en tête avec Charlie? Anecdote qui me vient en tête. Lui, là, il prenait des nappes sans arrêt. J'ai jamais vu ça. Non, pour vrai, j'ai jamais vu ça. On avait un break de comme 30 minutes entre la glace, puis entre la classe puis la glace. Puis tous les gars, normalement, ils vont dîner puis ils vont à l'aréna. Fait qu'on dîne en équipe, quasiment. Là. Puis il faut que tu manges avant la pratique. Mm-hmm. Pas lui. Lui, il disait, OK, j'ai 12 minutes pour faire une sieste. Il mettait son sel à 12 minutes. Il faisait une sieste pendant 12 minutes. Il se levait, puis il allait à l'aréna. Ben voyons donc. Il faisait des siestes de 7-8 minutes des fois. C'était vraiment bizarre, mais ça a peut-être marché pour lui. Là. Mais il se recharge comme un iPhone, ce gars-là. Ouais, c'est lui. Il est pas, on dirait que juste le fait qu'il se mette un cadran, c'est l'affaire la plus stressante. Genre, tu t'en vas pas t'endormir. Là. À quel point il est capable de shut down. Non, je sais. Ça, tu parles ça encore souvent? Oui, puis non, parce qu'on était 5. On avait comme un petit appartement. Là. Ah, ok. C'était pas juste lui avec moi. OK. Parce qu'il y a vraiment une belle carrière, là, tu sais. Très belle carrière, vraiment très bon gars sur la glace, hors de la glace. Vraiment bon joueur, je te dirais. Là. Très, très bon joueur. Pour ça, un gars qui est capable d'être skill de même, puis qui patine bien, puis qui est capable de bouger dans son corps avec le corps qu'il a, parce qu'on va pas se le cacher, là, il est quand même un peu gros, puis pas gros, mais il est stocky, là. Il est pas mince. Trapu. Ouais. Exact. Puis il est pas grand. Il est pas grand, non. Dans le sens que pour le poids, je veux dire. Tu parles d'un autre gars qui est capable d'être solide dans le gym, puis de sa force physique, là, incroyable.
à Charlie McAvoy. Tu fais juste checker comment il patine wide, puis il tue des gars. Je me rappelle, il a sorti 2 gars dans une game. Un gars en civière, l'autre, il est pas retourné des Sunrise Hits. Oh! Qu'est-ce que tu veux dire, Sunrise Hits? C'est des Open Ice? Ouais, Open Ice. Ouais. Il a sorti 2 gars dans une game. C'était solide. Puis tu sais, il est capable de jouer défensif, offensif, puis en plus de ça, amener un élément physique dans la game, là. C'est vraiment overall le complete package, ce gars-là. Il avait parlé d'être physique. Jordan Greenway. Mm-hmm. Aussi, Jordan Greenway. Lui aussi était dans ton équipe. Lui aussi, il a l'air d'une brute, là, physiquement. Mm-hmm. Là. Ça a l'air d'être un train. Beast. Avant qu'on aille à Rouen, je pense que c'est une anecdote. À un moment donné, t'es revenu de BU. Si je te donne le mot-clé Malibu, ton char. Malibu. Ben ouais, ça c'était... Ton char Malibu. Ouais. Klaxon. Nuit. Ah ouais. Fait que j'arrive de BU. J'essaie toujours de voir mes chums direct quand j'arrive à la maison parce que, tu sais, c'est mes amis d'enfance puis j'ai pas beaucoup d'opportunités de les voir. Fait que là, on sort, on a une bonne nuit, mais moi, j'habitais à Joliette, fait qu'il faut toujours que je monte à Repens, je couche là, puis je reviens. Fait que je couche chez un de mes chums. On a la Malibu. Une Malibu brune. Mon premier char à vie. Ah, brune. Ouais, brune. Là, on sort, on en revient, on va se coucher, là, à 6 heures du matin. Mon chum, il vient me voir, il dit, hey Jay, ton char, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, de quoi tu parles? Puis là, j'entends de quoi dans le background, genre un son, là, vraiment, fort, puis ouais, c'est vrai, genre annoying. Il me dit, ouais, je pense que ton klaxon, il est jammé. C'est quoi tu parles? Je sors de la maison, il y a deux voisins à 6 heures du matin, un samedi, qui sont à côté de mon char. Ils me regardent puis ils mettent leurs mains dans les airs. Alors, là, je vais les voir. Ah, c'est ça. Là, je vais les voir. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils disent, ouais, ton klaxon, il est jammé. Là, je dis, ah, non. Il dit, ouais, tu peux-tu l'arrêter? Je dis, ben, j'ai pas mes clés. Je sais pas. Je les ai perdus. La soirée a été mouvementée au point où tu as perdu les clés de ton char. Ouais. Fait que là, fallait que j'appelle CAA. Fait que le temps qui arrive, c'était 2 heures de temps avec le klaxon dans... c'était... En plus d'être hungover, là, c'était... Fait qu'eux, ils ont ouvert le char avec la... Ils ont ouvert le char. Comme un voleur, là, ouais. Fait que manuellement, qui arrête le klaxon pis tout, mais c'est drôle parce que c'était mon premier char, puis mon père, il avait... Avant ça, j'utilisais son auto, puis son auto, c'était un push to start. Fait que la clé, tu l'as pas vraiment besoin, tu comprends? Ouais. J'arrive avec mon premier char, je te dirais 3-4 fois dans les 3 premiers mois, j'ai oublié mes clés dans le char barré. Fallait que j'appelle les taxis, le CA à chaque fois. Parce que toi, t'es habitué que faut juste que tu l'aies sur toi puis t'appuies sur un bouton. Ouais, puis la Malibu est anti-theft. Tu peux pas rentrer. Anti-vol pour te faire voler. Malade. Fait que là, tu t'en vas tu passes de la vie d'étudiant à BU à la vie de joueur de la Q, qui est comme vraiment différent. On passe de la grosse ville de Boston à Rouyn-Noranda. Ouais, c'est ça. Pas exactement. J'arrive là ma première soirée. Je regarde le match. Je m'en vais dehors, je tombe. Parce que c'était tout glacé dehors, puis je savais pas, je sors, je tombe. Il faisait fret. La première fois qu'ils m'ont dit, si t'amènes ton auto, faut que t'aies de l'huile synthétique parce que sinon on va pas partir. Puis nous, on revenait des road trips à 4-5 heures du matin. On jouait le samedi soir. On faisait du boss tout au long du dimanche. Puis on arrivait, exemple, le lundi matin à 4-5 heures, là, si on était des Maritimes. Arc. Si ton char, il partait pas, puis en plus de ça, ton char, il était tout plein de neige. Fait que tu te déneiges tout. Il partait pas. Hey. C'est de quoi, mais pour vrai, là, c'est une très belle ville. J'ai vraiment aimé ça là-bas. Les fans sont fous raides. Est-ce que tu t'es ennuyé? Est-ce que tu t'es ennuyé ou tu as regretté ta décision? Non, zéro. Ben, écoute, je te dirais pas non, parce que mes premiers 10 matchs, j'ai pas un point. T'as pas eu de point dans tes 10 premiers matchs? Je pars de Boston, tout le monde m'a dit non, fais pas ça. Tu pars un full scholarship, puis BU, c'est la meilleure place que tu peux jouer.
tu t'en vas dans Q, c'est pas la bonne décision, tout. Même des personnels de l'Avalanche m'ont dit ça. J'ai appelé l'Avalanche, j'ai dit, ouais, j'aimerais ça aller à Q. Ils me disent non. Puis je dis, ben, malheureusement, j'ai fait ma décision. Est-ce qu'ils t'ont supporté ou ils ont dit, ah? Ben, ils m'ont dit, OK, mais on t'a dit, tu sais, pour nous, ça serait la meilleure décision que tu restes là. Mais si tu penses que tu vas être meilleur là-bas, vas-y. Fait que, tu sais, j'avais vraiment beaucoup de pression, là. Qu'est-ce que le monde de BU t'ont dit quand tu leur as dit que tu quittais? Ils ont essayé de te garder ou ils étaient vraiment, OK, bye? Ben, ils ont essayé de me garder, mais de l'autre côté aussi, ils comprenaient pourquoi, parce que je jouais pas autant que je voulais. Puis, tu sais, ma première année, j'ai fini sa deuxième ligne, puis je reviens, puis je scratch, je suis sa quatrième ligne. C'est pas tant le fun. Là. Ouais. Puis pour moi, tu sais, je venais de me faire drafter, puis comme j'ai dit, je serais pas là sans le hockey. Pour vrai, là. Puis il y a juste il y a one shot. T'as une opportunité de faire la NHL. Tu sais, tu peux pas faire, ben, j'ai manqué celle-là, je vais reprendre un autre. Tu sais, non. Fait que quand t'arrives à Rouen, toi, tu tiens ton bâton serré comme... Ouais, je suis stressé, puis j'ai pas de points dans mes 10 premiers matchs. Là, après ça, Timo Meier comes to Rouyn-Noranda. Uh-oh! Un de mes bons chums. Qui arrive lui, il était échangé de... Halifax. Halifax, c'est ça. Fait que moi pis Timo, on était voisins à Rouen. Fait qu'on était toujours ensemble, puis ça a vraiment changé les affaires. J'ai commencé à scorer, puis à être moins stressé, puis tu sais, juste jouer pour m'amuser. Pas de passer au point, rien. Ça s'est vraiment bien passé. J'ai fini l'année avec, je te dirais, je pense 30 points en 40 matchs. Puis après ça, en playoff, j'ai eu 22 points en 12 matchs. Là, tu le step up a notch. Exact. Yeah. Puis ça, c'est ça qui a vraiment changé le parcours de ma carrière aussi. Le fait que j'ai vraiment bien joué en playoff, puis qu'on a joué contre des équipes comme le London Knights, Red Deer Rebels, des grosses équipes qui avaient des gros joueurs, puis que j'étais capable de stand out, de très bien faire là, dans ces gros moments-là. Parle-moi un petit peu de Timo Meier, ta relation avec lui, puis... c'est un de mes meilleurs chums. Je sais pas si c'est des anecdotes ou des trucs à nous apprendre sur ce bon vieux Timo, ce bon vieux Suisse. Timo, ouais. Je te dirais que c'est encore un des gars de même, son éthique de travail, fou raide. Il va rester sur la glace 1 heure après la pratique, puis il va faire ses drills à lui-même. Il va faire du vidéo après une game, il va regarder ses chiffres 2-3 heures de temps. C'est vraiment un gars là, tout pour lui, tout ce qu'il veut faire, c'est être le meilleur. Puis c'est vraiment un bon gars, un bon ami. Comme j'ai dit, c'est un de mes meilleurs chums. Puis j'y parle à chaque jour presque. Lui est en Suisse en ce moment là, mais vraiment un gars à qui que je peux pas regarder, puis je te dirais que ça c'est un gars à qui j'aimerais ça être comme lui là. Tu comprends? Aimerais-tu aller jouer avec les Sharks un Monday? Ouais, j'aimerais ça. Ça a été une option. Je pensais aller là quand j'allais faire trader. OK. Mais c'est ça. Puis Timo, il y avait de la misère un peu parce que son français était pas très bon là. C'est plus c'est l'allemand lui? L'allemand, c'est l'allemand l'anglais pour lui, ouais. Mais sa première nuit qui est arrivée à Rouen, je le connaissais pas, mais il est allé souper avec un des gars sur l'équipe. Puis première nuit, ça faisait peut-être 2-3 heures qu'il était là. Il s'en va manger, puis il pogne du food poisoning. Il s'empoisonne, ouais. C'est ça, il s'empoisonne avec la bouffe. Empoisonnement alimentaire, ouais, c'est ça. Fallait qu'il aille à l'hôpital. No way. Oh, ouais, c'était pas une bonne situation. Il arrive dans la chambre, j'ai même pas dit salut encore là. Il arrive dans la chambre, il me dit tout ça, puis mais j'avais vu qu'il avait bu de la bière aussi. Fait que là, je suis arrivé, première affaire, je dis hey, I'm AJ. Il dit you know, you can come to me if you need me to teach you how to drink beer and not get sick. Parce qu'il avait bu de la bière. Non, ça, il y a eu une bière, mais il s'est empoisonné avec la bouffe, mais il
il a trouvé bien bonne ma joke parce qu'il disait, oh non, it's not the beer, it's not the beer, trust me. Mais finalement, lui, ça y a torché, là, vous avez torché. Ouais, on a torché à la ligue. Puis, on allait pratiquer, à chaque jour, c'était la même affaire. On allait pratiquer, on revenait, on mangeait, j'allais chez eux, on allait dans le spa, on buvait une coupe de bière, puis on jouait au Xbox, puis on allait dans la ville un peu, tu sais, parce qu'à Rouen, les affaires, fun à faire, c'est comme aller boire du café ou genre aller déjeuner, tu sais. Les galeries, on aimait ça aller là, mais c'était pas autant big que, exemple, lui était à Halifax, moi j'étais à Boston, fait qu'il fallait qu'on se trouve des affaires à faire, mais tu sais, on aimait vraiment ça, là. Même si c'était différent, on aimait vraiment ça, la petite ville. Puis on a eu des bons village families. Des familles d'accueil. Des familles d'accueil, on a eu des vraiment bonnes. Puis, t'as joué 1 ou 2 saisons à Rouen? Juste une demi-saison. Puis là, tout de suite, t'es allé pro après. Exact. J'étais allé pro après. Comme j'ai dit, j'ai bien fait dans les playoffs. L'Avalanche m'a contacté. Ils disaient, OK, on veut te signer. On veut que tu viennes pro l'année prochaine. J'ai signé mon contrat. J'étais allé au camp. Tu sais, pour moi, j'allais au camp pour essayer de faire l'équipe, mais ça me dérangeait pas d'être sent down, tu comprends? Fait que j'avais pas de pression partout. Puis je pense que ça a bien été pour moi. Ils m'ont dit que j'avais presque fait l'équipe sur mon premier camp. Je m'ai fait send down. Mes premiers 15 matchs dans Ligue américaine, j'ai 15 points. Je m'ai fait rappeler pour la première fois. J'ai joué contre Boston un dimanche le 13 novembre. Ça, c'est ta première game. Première game. On était en Californie. Ils me disent ça le samedi matin. Ils disent, OK, faut que tu prends un Uber on était à Stockton. Faut que tu prends un Uber jusqu'à San Francisco, qui est 2 heures de temps. Après ça. Un Uber de 2 heures. Ouais, exact. Alors, le gars, il a pris le Uber. Tu sais, quand tu commandes un Uber, le gars, il voit pas jusqu'à temps qu'il pèse OK, go. Ouais. Il a pesé go, il me regarde. Il dit, t'es sûr que c'est là que tu veux aller? Je dis, ouais. Il dit, là, je dis, monsieur, s'il vous plaît, je vais payer la bouffe, tout, t'inquiète pas. Il dit, OK, c'est bon, je vais le faire. Puis là, on a commencé à se parler, puis là, il dit, t'es un joueur de hockey, puis tout. Fait que, on s'est parlé pendant 2 heures, moi, puis le gars de Uber. Mais je me sentais mal parce que, tu sais, 2 heures de temps, puis lui, il faut qu'il revienne, là. Tu lui as donné un petit tip. Ouais, exact. Ben, c'était sur l'équipe, mais ouais, j'ai donné un tip. Fait que là, lui, t'as amené jusqu'à San Francisco pour prendre un avion. Prendre un avion, fait que de la Californie jusqu'à Denver. Puis, je suis arrivé à Denver à 11h30 minuit. Là, tes parents, eux, pendant ce temps-là, sont en train de faire le chemin en avion? Ouais, ils s'en venaient pour le match. Mais le match était à 5h, fait qu'on n'avait pas de pre-game skate. Oh. Fait que j'arrive à minuit. Faut qu'on soit à l'aréna à 2h. Fait que moi, je me lève, il est 10h du matin à peu près, parce que j'ai pas dormi de la nuit. Je m'ai levé à 4h du matin, j'étais allé faire une marche de 2 heures. T'es trop nerveux? Trop nerveux. J'étais pas capable de dormir pantoute. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Fait que là, j'étais stressé parce que je me disais, Christ, j'ai pas dormi, je vais pas bien jouer. Mais ça a vraiment bien été une expérience. Tu jouais-tu contre McAvoy? Non, lui est encore à BU pour un an. Okay. Mais j'ai joué contre Chara, je m'ai presque pogné contre c'est qui le gros def? Gros défenseur. Défenseur, tough guy. Pas Boychuk. Ouais, je pense que c'est Boychuk. Non, Johnny Boychuk. Yeah, Johnny Boychuk. Fait que je m'ai presque pogné avec lui mon premier chiffre. Après ça, j'étais allé frapper mon deuxième chiffre. Chara, il a pogné le puck à côté du bas de Boston. Je suis parti de l'autre zone. J'ai pris 10 strides. J'étais allé le frapper. Je te dis, tout le banc s'est levé, puis ils ont commencé à me crier après comme c'est des chiens, genre, énervés, là. Oh, genre, je vais te tuer. Là, j'étais comme, oh non, faut que je me batte. Finalement, Marchand, il est venu me voir, il dit, tu fais plus ça. Puis, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, whatever, là, je m'en fous. Si tu veux te battre, va-t'en, mais je vais continuer à jouer de même. Puis, ça s'est fini là. Mais est-ce que quand t'as frappé, Chara, il est pas tombé? Ou non? Il était débalancé, mais tu sais, il était solide, là. Ah ouais. Je te dis, comme j'ai dit, je suis parti de l'autre bord de la zone pour aller le frapper, puis il est même pas tombé. Fait que ça en dit gros. Ouais. Mais c'est ça, j'ai joué en première game. Après ça, j'ai joué
5 games cette année-là, ma première année. Puis c'était cette année-là que l'Avalanche, il y avait de la misère là, dans le classement. Right. C'est leur pire année. Là. Puis deuxième année, j'ai eu une commotion dans le camp. Fait que, ils m'ont sendé à la Ligue américaine. J'ai joué 2 games dans la Ligue américaine. Ils m'ont rappelé. J'ai joué 21 games, je crois, ou 18, 17, je ne me rappelle plus. Mais ça s'est très bien passé, mais encore là, je te dirais que j'ai pas eu l'opportunité que j'aimerais avoir. J'ai joué 4-5 minutes par match. J'ai joué contre Washington 3 minutes 42. Ah oui, parle-moi de parce que je pense qu'un de tes idoles, c'est Ovechkin. Parle-moi de ton fameux shift. Incroyable. Fait que mon premier shift, avant la game, le coach a dit, OK, quand Ovechkin est sur la glace, tout le monde revient, puis je mets la ligne à McKinnon. Right. Là, je me dis, OK, mais on va voir. On va voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, moi, dans le warm-up, je check Ovechkin, je suis à la ligne bleue, j'arrête pas de le regarder, là, je capote bien raide. Puis Washington, ça a toujours été mon équipe favorite à cause de lui. Fait que juste jouer dans le building là-bas, c'était malade mental. Je suis sur la glace, mon deuxième shift, il y a un icing. Je m'en vais me line-up, Ovechkin, il rentre sur la glace. Puis il est à côté de moi, là. Là, je capotais, là. Au face-off. Ouais, au face-off. Fait que là, le coach, il dit, OK, change up, là, tu sais, après que vous sortez de la zone. Je suis resté un bon 30 secondes. Le puck est rendu là. Je suis allé complètement à l'autre bord de la zone pour que je sois pas proche du banc, pour rester sur la glace avec Ovi. Apparemment, qu'est-ce que tu as dit à tes amis? Quote, c'est gros, aucune chance que je débarque. Il y a aucune chance que je débarque. En plus, j'ai essayé de le frapper vraiment solidement, puis c'est lui qui m'a fait presque tomber, là. Puis il y avait le puck. Ah, c'est ça. Lesson learned. Genre, je patinais, puis dans ma tête, j'étais genre, oh non, je m'en vais hit Ovi. Genre, parce que je joue quand même beaucoup aux jeux vidéo, puis Ovi, c'est toujours un gars que j'utilise, puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui frappe Ovi dans le jeu vidéo, je me bats tout de suite. Fait que c'était drôle que j'étais allé le frapper, puis non, c'était vraiment une autre expérience que je vais jamais je vais toujours me souvenir dans ma vie. Puis après le match, le trainer, il est venu dans la chambre de l'Avalanche, puis il m'a donné un stick avec la signature d'Ovi dessus, son stick. No way. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment spécial aussi, là. Parce que dans le fond, lui, il avait été en chercher un l'autre bord. Mm-hmm. Ouais, parce qu'avant le match, on a fait une capsule sur moi, puis comment que c'était mon joueur préféré, puis que dans ma chambre, c'était tout Ovi, j'avais un gros poster de lui, toute ma chambre était peinturée, puis tout. Puis je l'avais rencontré quand j'avais 12 ans, un routier sport à Brossard, genre de quoi de même. Non. Ouais. Je reste... c'est ça. Fait que, y a-tu écrit quelque chose sur le bâton? Non, juste sa signature. OK. Ouais. Tu vois, genre, AJ, don't ever touch me again. Don't ever touch me again. Spécial. Est-ce que le coach, qu'est-ce qu'il t'a dit, vu que t'es resté sur la glace? Non, il m'a rien dit. Il m'a rien dit. Mais j'ai pas joué tant après ça, fait que c'est peut-être un message passé de même. Parce que t'es resté. T'as joué ça, t'as parlé un petit peu de la Ligue américaine. Mm-hmm. Puis t'as joué cette année, je pense que c'était le 19 octobre 2019. Dans un match contre Milwaukee, t'as eu 40 minutes de punition. Mm-hmm. Ouais. Ça demande des explications là, pour les gens qui ont pas vu la game. Ça implique un ancien choix de première ronde du Canadien. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je te dirais, ça a tout commencé durant l'été. J'ai eu un événement qui s'est passé à New York là, avec Sonny Milano. On s'est fait arrêter pour de quoi qui était vraiment pas aussi grave que ça s'est dit, là. Ouais, c'était sorti. En fait, c'était alleged assault, là, c'est des accusations de voies de fait. Bref. Ouais, voies de fait. C'est ça, c'est voies de fait sur le deuxième degré. Fait que c'est quoi qui s'est passé? Dans le fond, on est sorti à New York, puis il y a un gars qu'on connaissait pas trop, mais qui a passé la nuit avec nous, puis on pensait que c'était une bonne personne, là, il y avait pas de problème là, puis il avait payé pour une ronde de shots, tout de même. Il avait payé pour des bouteilles au bar, mais il a dit qu'au bar qu'il allait le payer, fallait juste qu'on lui donne 200 par gars. Fait que là, on lui a donné 200 par gars, puis tout était beau.
Puis c'était un gros bill. Puis lui, il faisait comme un peu le cave, genre il envoyait des bouteilles à des filles là-bas, genre il faisait le big baller, là, right? Fait que tu sais, on a passé rien, on est arrivé chez nous, on commençait à jouer à NHL, puis on allait se coucher. Puis lui il dit je peux-tu venir avoir une bière là, pour finir la soirée? Okay, whatever. Je rappelle que vous le connaissez pas, mais c'est pas grave. On le connaît, c'est ça, on le connaît pas, mais c'était un gars qui était bien correct avec nous toute la soirée, puis qui nous a pris soin de nous. Avec nos drinks et tout, fait qu'on voulait juste être gentils, puis nous, on allait juste avoir une bière, puis on allait jouer à NHL, puis on allait se coucher. Fait qu'on, on est en boxeur, là, rien, bien relax dans la maison, on joue, puis là, il commence à crier, genre, qu'il voulait plus d'argent, puis qu'on devrait le payer, whatever. Bref, il a commencé à nous attaquer, genre, il est venu, puis il m'a poussé, genre, puis il a été vraiment agressif. Fait que moi, je l'ai juste pris, je l'ai mis à terre, puis je dis, gros, faut que tu t'en ailles tout de suite. Il est parti, puis rien s'est passé d'autre. 2 minutes plus tard, les polices y arrivent, puis ils disent, il dit que tu le, whatever, voie de fait, puis que faut qu'on t'amène au poste tout de suite. Puis là, on a essayé de dire aux policiers, tu sais, nous, on faisait rien, on était dans notre appartement, puisque là, il a commencé à être agressif. Puis ça a fini que les policiers disent je sais pas là, on va quand même vous prendre. On sort de là. Il y a des caméras, il y a des paparazzi, tout TMZ, whatever. Là, nous, on est dans le char, puis il y a des personnes qui prennent des photos de nous dans le char, puis on a nos handcuffs. Les menottes. On a des menottes, puis tout. Là, on comprenait pas ce qui se passait parce qu'on avait vraiment rien fait. Mais tu sais, on est allé au poste, fallait qu'on fasse toutes les affaires là-bas. On sort, on revient à l'appartement. Il y a encore genre 30, 40 caméras partout, des journalistes. Ils voulaient tout savoir ce qui s'est passé. Finalement, 2 mois plus tard, l'histoire est sortie sur les médias, puis c'était vraiment plus grave que c'était là. Je te dirais que même tous les médias québécoises, ils ont tout dit voie de fait, Jagger s'est fait arrêter à New York, mais 2 mois plus tard, le case il a été dismissed. Il a été rejeté. Rien s'est passé. Puis c'était vraiment malheureux que ça se passait de même. Fait que ça, c'était beaucoup de stress sur moi parce que veux pas, c'était stressant pour ma carrière, puis je voulais pas que ça l'affecte rien là-dessus. L'organisation, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ils comprenaient, puis je leur ai dit l'histoire, puis les autres ils étaient sur mon bord, ils m'ont vraiment bien traité avec ça là. Ils m'ont dit, tu sais, si t'as jamais besoin de quoi, appelle-nous, mais on est sur ton bord, puis on va te supporter 100%. Ça, c'était aux States. Ça, c'était à New York. Mais se faire arrêter aux States, là. C'est grave. C'est pas comme, c'est pas un petit party, là. Non. Puis surtout que t'es pas américain, là. Mm-hmm. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de procédures fallait que je fasse pour que, tu sais, je sois capable d'aller passer par les douanes, toutes ces affaires-là. Mais comme j'ai dit, ça a été rejeté, puis ça a vraiment rien. C'était rien. Mais la pire partie de ça, c'était juste les médias. Comme j'ai dit, c'était une lesson learned, une leçon de vie que il faut pas que tu trosses tout le monde à qui tu parles. Puis donc ça s'est passé là. C'était stressant. Je vais dire maintenant, quand tu sors le soir dans les bars puis que du monde vient te voir, tu dois être un petit peu plus vigilant. Ouais, vraiment. Puis je te dirais que je sors plus tant là, en ce moment. Là, parce que tu sais, ça a vraiment. Ben oui, non, ça c'est la pandémie, mais je parle. Ça a vraiment ma réputation, ça l'a pas aidé pantoute. Puis fait que je suis juste stressé, puis ça a comme bouleversé ma vie un peu. J'arrive au camp, je me fais couper tout de suite, puis je comprenais pourquoi, mais whatever. Puis mes 10 premiers matchs, mes 7 premiers matchs, j'avais pas de points dans la NHL. Quand tu dis je comprenais pourquoi, c'était à cause de ton jeu? À cause de l'arrestation? Ils disent que c'était pas ça, mais je pense que c'était pas un bon look si j'aurais été là. Puis aussi, il y avait un gros line-up. Il y avait déjà tous leurs joueurs qui avaient besoin. Fait que pour moi, c'était juste une année pour que je puisse montrer à tout le monde, genre, je suis quand même là, je suis prêt à tout faire, puis on pense plus à ça, tu comprends? Ouais. Fait que là, j'arrive à Milwaukee,
Puis j'ai pas de points en 7 matchs pour commencer la saison. Là, je suis bien stressé de ça. Je reçois une passe dans le milieu de la glace. La passe est en arrière de moi. Je regarde en arrière de moi, j'ouvre mon corps un peu, puis je me fais tuer. Center race. Genre vraiment, là, tuer. Personne n'est allé se battre pour moi. Puis c'était comme borderline un mauvais hit. Parce que son coude, il me frappait à la tête. C'était qui? Je m'en rappelle plus de son nom. Ok, c'était pas... Non. Okay. Fait que là, prochain chiffre, je m'en vais au drop, puis je dis au défenseur, je dis OK, let's go, on se bat. Puis lui il dit non, on se bat pas. Je dis ben là, faut que tu fasses de quoi, là, tu peux pas me frapper de même puis que rien faire. Fait qu'on s'est battu. Mais c'est moi qui ai landé le premier punch, genre j'ai droppé les gants, j'ai tout de suite mais je m'ai battu avec lui. Je l'ai comme jumpé un peu. J'arrive dans la boîte de pénalité, Tin Hardy, il sort du banc, puis il vient me voir dans vite, puis il dit hey, dès que tu sors, on y va. Fait que là, puis moi je voyais rouge à ce point-là. Là. Tu sais, j'étais stressé, j'étais agressif parce que, tu sais, avec toutes les affaires qui se passaient dans ma vie, puis je produisais pas sa glace, puis là, j'étais comme, you know what, like, let's go. J'ouvre la porte tout de suite. Tu sors du banc des punitions. Je sors du banc des punitions en plein d'arrêt de jeu. Moi pis Tin Hardy, on se bat. Je sors de la glace, puis là, je savais tout de suite, j'étais genre, oh non, qu'est-ce que je viens de faire? Je reçois un appel de mon agent, pis là, il me dit, tu vas être suspendu. Là, j'ai été suspendu pendant 6 games. Puis ça a vraiment, ça m'a ouvert les yeux que le plus tu fais, c'est comme less is more. Comment tu peux dire ça en français? Le moins, le mieux. Le moins, le mieux. Ouais. Donc, ça a vraiment été une couple de mois de ma vie qui était eye-opening, qui m'a vraiment fait en sorte que fallait que je pense à mes actions puis que je sache ce que je fais qui impacte plus gros que juste le jeu, tu sais, la glace. Oui, t'as beaucoup parlé publiquement comment l'utilisation des ressources, comme par exemple les psychologues sportifs. Tu sais, moi, un des derniers à qui j'ai parlé, c'est Daniel Brière. Daniel Brière, tu sais, il a eu une carrière incroyable. Puis à Phoenix, il avait commencé à parler avec un psychologue sportif. Il dit, moi, ça a changé ma carrière. Tu sais, il dit, si c'était pas de ça, j'aurais probablement été un flop de première ronde. Puis c'est dans ces moments-là, parce que tu avais parlé que toi, tu avais beaucoup aidé le psychologue sportif. C'est-tu à ce moment-là que tu as commencé à penser à ça? Oui. Je te dirais, c'était l'été après ma commotion avec l'Avalanche. J'avais des problèmes émotifs, comme les side effects de la commotion. Ouais. Donc, j'ai commencé à parler à quelqu'un, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé, mais ça, c'était le moment où j'ai décidé qu'il fallait que je change la façon de comment que j'agis, puis la façon comment que je pense. Tu sais, je suis tellement une personne qui était stressée, puis qui voulait tellement que ça m'a rendu agressif, puis tu sais, en fait, ça m'a nuit plus que ça m'a aidé, là. Ouais. Donc, le restant de la saison, s'est très bien passé. J'ai eu en 42 matchs, je pense que j'ai eu 32 points, le coup de même. Fait que ça t'a vraiment aidé. C'est quoi des trucs, par exemple, des trucs ou des exemples précis comment un psychologue sportif t'aide, tu sais, dans ta game? Non, je te dirais plus, ça serait avec qui quelqu'un je peux parler 24 heures sur 24. Après un match, si je me sens stressé, si je me sens pas agressif, mais comme juste strung up. Like, t'as envie de parler à quelqu'un. C'est ça. S'il faut que je sorte des affaires de mon chest, il y a toujours quelqu'un là pour moi. Puis je pense que ça devrait être une ressource pour tout le monde, parce que c'est vraiment important, puis ça m'a vraiment aidé dans la vie. Mes chums, ils ont tous été là pour moi, ma famille, ma blonde, elle m'a vraiment beaucoup aidé. Mais ouais, tu sais, puis je pense que juste, je le voulais vraiment, comme j'ai dit, que je commençais à stresser, puis à penser au futur, puis que, tu sais, les affaires se passaient pas autant bien que je voulais, que ça me nuit. Puis, fait que toi, c'est vraiment, comme tu dis, c'est pas une visite dans un bureau, comme tu dis, tu peux l'appeler après une game, donc ça va être par téléphone, c'est quoi, par FaceTime? Texte, ouais, tout. Je peux les rencontrer en personne, FaceTime, texte, call.
Puis, y a-tu des petits trucs des fois pendant les games où tu dis, oh, je vais snapper, hop, là, pour te recentrer, des fois? Ouais. Ben, on a beaucoup parlé de juste être capable d'absorber de l'information, mais aussi de juste en débarrasser. Après un mauvais chiffre, tu sais, tu peux pas penser au mauvais chiffre, faut que tu commences. Parce que dans 30-40 secondes, tu vas être sur la glace encore pour un autre chiffre, puis on a une autre opportunité d'effacer ce que tu as fait avant, tu comprends? Puis ça m'a vraiment aidé à comprendre ça. Donc de laisser le négatif derrière, de penser au futur. Ouais. Je sais qu'il y avait une couple d'affaires, tu sais, qu'on jase, puisqu'on avait plein de bonnes anecdotes NHL, mais parlant de se battre, parce qu'on a parlé de se battre, Big Buff! OK. On dirait que je suis juste un batailleur en ce moment. Non, c'est vrai, mais non, t'es pas... non, je te dirais que contre Bufflin... Comment ça s'est passé? Parce que moi, je suis un power forward, je suis capable d'enlever l'élément physique dans une game, mais je te dirais, je suis plus un gars qui est capable de créer des opportunités offensives, d'être bon défensivement et tout. Mais rendu à NHL, j'étais jeune, puis tu sais, faut que tu comprennes comment tu joues, faut que tu comprennes les situations, puis je te dirais que au début de mon temps avec l'Avalanche, puis même jusqu'à comme qu'on s'est parlé avec Tenorti puis tout là, je comprenais pas tant. C'est pour ça que ça m'a comme vraiment step back. Ça m'a permis de regarder tout ce qui s'est arrivé dans ma carrière, toutes les certaines situations, puis me dire ok, faut que je sois moins sur le nerf, faut que je fasse différentes situations, faut que j'agisse différemment. Puis c'est des lessons learned, mais comme contre Buff, j'ai pas joué de la deuxième période. Je pense que j'avais un shift à 17 minutes pour 30 secondes. Après ça, j'étais assis, j'ai pas joué pendant 15 minutes. On perdait 4-1 à Winnipeg. Il m'a mis ça à glace avec 28 secondes qui restaient en deuxième période. Il venait de scorer pour le quatrième but. Là, il me met ça à glace avec 28 secondes qui restent. Fait que là, je me dis, OK, ben, il veut sûrement que je fasse de quoi pour amener de l'énergie. J'arrive contre Blake Wheeler à face-off, je commence à le slasher, parler, il dit, OK, on y va tout de suite. Puis là, il dit, mais non, pourquoi j'irais? On gagne 4-1. Tu sais, ça fait du sens, mais moi, je m'en foutais, là. Je slashais, puis je le poussais, puis je dis, ah ouais, là, bats-toi contre moi. Il voulait pas. Le puck, il reçoit le puck à côté du banc. J'essaie de le démolir, puis il était solide, là. Fait que j'ai comme frappé un mur un peu. Les deux, on s'est frappés. Puis je l'ai cross-checké. Puis là, j'entends un gros hey! Puis là, je me retourne. Puis là, je vois Buff patiner vers moi. Puis c'était comme 0.5 secondes, je te dirais, une décision. Dans ma tête, je me dis, OK, soit qu'il vient me prendre par le gilet, puis il me dit de me calmer, puis que si on se bat, ben c'est lui qui a mon gilet en premier, ou soit que je drop mes gants tout de suite, puis que je le pogne. Fait que j'ai droppé les gants tout de suite. On se pogne, j'essaie de le frapper une fois, je frappe une deuxième fois, je le pogne, mais en même temps de le frapper la deuxième fois, il a tombé. Fait que je tombe par-dessus. Fait que là, la fête est finie. Mais avec les deux refs, il a réussi à se tourner puis à aller à comme se propulser direct sur moi comme... De revenir sur le dessus. C'est ça, il est revenu sur le dessus puis il m'a frappé 2 fois. Mais ce qu'il savait pas, c'est que les deux refs, ils tenaient mes 2 bras. Comme fait que j'ai reçu 2 shots d'en face, mais non, fait que c'était le fun, là. C'était un trip, cette bataille-là, parce que encore un gars, Bufflin, que quand j'étais jeune, je regardais tout le temps, puis c'était un gros gars, puis tout le monde avait peur de lui, fait que... Vous êtes-vous reparlé après, ou... Non. Non, c'était ça. Non, c'était ça. Il est maintenant retraité. ouais, mais là, je checkais mon sel après la game, tous mes chums, ils capotaient. Ton coach, t'as-tu dit de quoi, genre? Comme moi, non, c'était pas ça que j'avais en tête. Non, zéro. Puis ça m'a fait un weird feeling, ça, qui m'avait pas rien dit, tu comprends? Parce que tous mes teammates, ils sont venus dans la chambre après, puis ils m'ont tous serré la main. Chacun des gars. Puis là, t'avais mes chums qui disaient, tu viens de te faire casser la gueule par Bufflin. T'es comme, c'est pas ça que moi j'ai vu. C'est ça.
Parlant d'autres légendes aussi, ben une vraie légende, encore plus, je pense que bof, mais Jerome McGinley, qui tu as eu la chance de jouer avec à Colorado. Parle-moi un peu de Iggy, puis je pense que c'est une histoire aussi de dans un ascenseur à l'hôtel, je pense que tu sais de quoi je parle. Ouais, fait que Iggy, c'était juste dans ma première année j'étais avec lui, puis c'était une des premières personnes quand je suis rentré dans la chambre que j'étais comme wow, ok, je suis vraiment ici là. Jerome McGinley, une légende, un joueur à qui que tout le monde dans le monde du hockey connaît. Tous les kids, c'était comme leur idole. Je me rappelle, je le regardais quand il était à Calgary, puis c'était mon idole. Comment il jouait physiquement, puis juste avec l'énergie qu'il amenait là. Donc, premier match, non, je te dis deuxième match, on jouait au Colorado. On perdait 2-1 contre Vancouver. Ils venaient de scorer, puis ils ont mis Egan là. Puis Egan là, tu voyais, il se préparait, là, il mettait ses coudes puis tout. Fait que là, je me disais, qu'est-ce qu'il va faire, ce gars-là? Tu sais, il y avait, je me rappelle, puis il y avait proche de 40 ans. Mm-hmm. Tu sais, c'est vieux, là, pour être capable de jouer physique puis de jouer le style de jeu qu'il joue, là. Faut que tu sois en shape. Il arrive sur face-off à côté de Roussel. Il slash Roussel une fois ses patins. Drette, quand il l'a slashé, les deux, ils se sont regardés. Ils ont pris, ils sont reculés un peu. Ils ont enlevé leurs gants. Puis là, tout le monde s'est levé sur le banc. Puis là, moi, j'ai eu des frissons parce que, tu sais, Jerome McGinley, un gars qui a presque 40 ans, qui se bat pour une équipe. On perdait 2-1, tu sais, c'est gros, là. Pour moi, ça m'a vraiment... c'était vraiment un moment spécial pour moi parce que, tu sais, juste être sur le banc puis voir Jerome McGinley se battre, puis je capotais, là. C'était spécial. Ah ouais, t'es comme, ok, je suis dans c'est ça. Fait que le premier road trip, moi, je connais rien. C'était une de mes premières road trips pro parce que, comme j'ai dit, je m'avais fait call-up quand j'avais juste 15 games dans les mineurs. Fait que, tu sais, il y a des affaires pro que tu fais pas, puis les vets, ils ont certains statuts qui font en sorte qu'il y a des perks qui comme avec. Des avantages, ouais. Des avantages. Fait que là, on arrive à Minnesota. On arrive à l'hôtel, on sort du bus, ils nous donnent toutes nos cartes d'hôtel. Là, moi, j'étais un des premiers en ligne, je te dirais pour l'ascenseur. Puis t'avais McKinnon, Landeskog, Varlamov, Zadorov qui étaient tous dans l'ascenseur au début. Puis là, il y avait un spot qui restait. Puis, tu sais, il y avait pas tant de monde en arrière de moi. Puis moi, je le savais pas. Puis Landeskog, il dit, ah ouais, viens-t'en, AJ, viens-t'en. Fait que là, moi, je rentre dans l'ascenseur. Ben, t'as 10 gars qui tournent le coin puis que les portes sont encore ouvertes. Puis t'as Egan là c'est le premier gars. Egan là, il me regarde, il dit, qu'est-ce que tu penses que tu fais? Je dis, quoi? Il dit, sors de l'ascenseur. De quoi tu parles? Sors de l'ascenseur, c'est moi qui va là. C'est excuse. Puis là, t'avais McKinnon, Landeskog, tous ces gars-là, ils commençaient à rire parce qu'ils savaient, je savais pas c'était quoi la règle, tu comprends? Mais c'est pour ça qu'ils t'ont dit de rentrer. Exact, c'était un piège. Puis là, je me sentais tellement mal. Je pensais que ma première journée avec Egan là, les premiers coupes de mots qu'il me dit, il m'haïssait déjà, tu sais. Mais non, c'était une bonne joke. Et t'es bel et bien sorti de l'ascenseur. Ouais. T'as laissé ta place aux vétérans. Ma place à Egan là. Mais vous êtes reparlé une couple de fois après, j'imagine? Ouais, c'était un bon gars. Puis je me rappelle, on avait un vol de Minnesota à Calgary. Puis je m'ai assis avec pendant un bon 1 heure et demie. Puis on s'est parlé. Lui, il aime ça bien lire. Fait que on parlait de son livre qu'il disait, là, c'était de l'aspect mental du corps humain. Puis, tu sais, j'aimais vraiment ça pour vrai. Juste jaser avec lui puis savoir ce que lui, il pensait de toutes les affaires. Puis il m'a comme parlé un peu de son parcours quand il est venu dans la ligue. Puis que, tu sais, il faut juste que tu embraces chaque moment. Tu sais, tu savoures chaque moment que tu as dans la ligue parce que ça passe vite. Puis ça m'a vraiment frappé, là, personnellement. Okay, il a pris le temps de te parler aussi. Puis ouais, c'est vraiment un gars de classe. Te souviens-tu du titre du livre qu'il lisait? Non, je peux pas te dire. De retour après la pause, n'est-ce pas? Et quand tu es avec Colorado, tu sais, en ce moment, tu sais, c'est vraiment en train de devenir un des gros contenders. Je pense qu'à Vegas, Colorado, comme les plus gros odds de gagner la coupe. Je pense que quelqu'un m'a dit, tu sais, encore en ce moment. Puis là, dans la bubble, t'étais-tu dans la bubble cette année? Non,
Non, j'ai pas été. Dans le fond, après la saison, ils m'ont dit qu'elle allait m'échanger puis que c'était vraiment fini avec l'organisation. Donc, j'attendais juste un appel. C'était quoi est-ce que tu as des raisons qui sont données ou? Non, juste que j'avais encore de la valeur puis que, tu sais, ils voulaient m'aider parce qu'ils savaient, des deux bords, ça marchait plus, tu comprends? Il y avait plus d'opportunités pour moi. Leur quatrième ligne, il y avait déjà des gars qui ont pris les spots puis il y avait des nouveaux joueurs qui venaient du draft, puis des plus jeunes joueurs, fallait qu'ils fassent jouer dans certaines situations, fait que ça marchait juste plus des deux bords. Puis comment t'as appris que t'as échangé l'appel? C'est drôle parce que c'était le samedi de l'Action de grâce. OK. J'ai vu sur Twitter que l'Avalanche avait un trade qui s'en venait avec Chicago. Puis Chicago, c'était une des équipes avec qui mon agent a parlé. OK. Donc là, je me disais, OK, c'est sûr que c'est ça, je m'en vais à Chicago. Le tweet qui sort, c'était pas moi. Puis c'était un gars, un de mes bons chums qui s'est fait échanger, mais lui, il voulait pas se faire échanger. Fait que dans ma tête. C'est quoi son nom? Anton Lindholm. OK. Fait que là, dans ma tête, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'étais frustré, puis je voulais juste que ça l'arrive. Puis en plus, avec la pandémie, tu sais, tu fais juste attendre. Tu sais même pas où c'est quand la saison qui se passe. Fait que, tu sais, j'étais frustré, puis je voulais juste que ça l'arrive. Le lendemain, je m'en vais jouer à Nuga Garage avec le père à ma blonde. Puis en allant sur la glace, je reçois un appel de mon agent. Il dit, je reçois un texte. Il dit, garde ton cell sur toi. Puis là, je dis, je m'en vais sur la glace. Il dit, je m'en fous, garde-les sur toi. Je pense que ça arrive aujourd'hui. Puis là, je dis, ouais, puis tu sais-tu où? Il dit, quelque part dans l'Est. Fait que là, je capotais, je pensais, parce que Ottawa, c'était une des équipes à qui je parlais le plus aussi. Qui ont beaucoup de place. Vraiment, ouais, c'est ça. Puis ça aurait été vraiment le fit parfait pour moi, parce que j'avais de projet là, puis tu sais, whatever. J'arrive sur la glace, tu sais, c'est tous des gars un peu plus vieux, 40 ans et plus, puis là, ils me voient avec mon cellulaire, puis là, je suis certain qu'il y en a qui ont dit hey, « Qu'est-ce qu'il fait avec ce cellulaire sur le banc? » Parce qu'ils me connaissaient pas. Je connaissais juste le père à ma blonde qui était là. Fait que là, eux autres, ils disaient « Qu'est-ce qu'il fait ça? Pourquoi t'as ton cellulaire? Puis là, je me fais échanger, puis tout. Puis ils disent « Ouais, c'est ça. » Fait que là, je jouais à la défense, puis à chaque fois que j'allais sur la glace, je revenais au banc, puis je checkais mon sel. Puis là, il y avait rien. Fait que là, je stressais. Là, je m'en vais sur la glace une dernière fois avant que la glace soit finie. Là, il y a du monde sur le banc qui dit « Hey, t'as un appel. » Fait que là, j'avais le puck en plus. Fait que là, je dompe le puck, je m'en vais sur le banc. Je réponds à l'appel, c'est mon GM, puis il me dit « Hey, t'as été échangé aux Islanders de New York. » Puis là, je dis « Oh my God, amazing. » Puis là, j'ai comme fait le saut un peu. J'étais comme « Oh non, j'ai pas dire amazing à un DG qui vient de m'échanger. » Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, mais il m'a dit, tu sais, on est content que tu t'en vas là, puis qu'on te souhaite tout le succès. Puis j'ai texté, puis j'ai appelé chaque personne qui était dans l'organisation, puis je leur ai dit merci. Ils ont vraiment bien pris de moi. Puis comme j'ai dit, j'ai pas eu l'opportunité que j'aurais aimé avoir, mais j'ai quand même été là. Puis pour moi, c'est mon rêve. Ils m'ont fait vivre mon rêve, fait que je vais toujours leur remercier pour ça. Là. Puis ça, c'était Joe Sakic qui t'a appris que tu t'étais échangé. Mm-hmm. Puis y a-tu des ouvertures pour toi à Long Island? Peux-tu faire l'équipe? Est-ce que tu vois où tu pourrais faire l'équipe? Ben, pour moi, je pense que ça va bien s'enligner là. Tu sais, ils vont avoir 14 attaquants, puis ils m'ont dit il faut juste que tu travailles fort puis que tu fasses ta place. Il y a pas vraiment de set line-up pour la quatrième ligne. Tu sais, eux autres, c'est vraiment c'est qui joue le mieux, on va le faire jouer. Fait que puis là, tu viens de signer un contrat, je pense, il y a quelques jours là, au moment où on a passé. C'était un 1 year 2-way. Ouais, 2-way avec des garanties. Fait qu'au moins, tu sais, je vais être capable d'avoir une opportunité là avec les garanties. Puis c'est quoi les garanties dans le fond? Ça marche, c'est 25K garantie, mais la garantie, c'est vraiment juste si ils te garantissent qu'ils vont te rappeler une fois au moins, tu comprends? OK. Puis si ils te rappellent pas, ils t'écrivent un chèque à la fin de l'année. OK. Mais ça l'arrive pas. C'est vraiment
une garantie, tu vas avoir ton opportunité, là, puis tout. Fait que je suis vraiment excité pour ça. Puis je pense que c'est une vraiment bonne une organisation qui fit à ce que je joue. C'est des gros gars qui sont capables de patiner. Puis tu check la quatrième ligne, t'as Cal Clutterbuck, Zikis, tous ces gars-là. C'est des gars, des power forward, dans le style à ce que je suis capable de jouer avec ça. Fait que t'as dû parler à Lou Lamoriello? Ouais, Lou Lamoriello, mais là, c'est un personnage. C'est ça. Faut que j'enlève ma beard, là. Ben oui, il te l'a dit? Non, il m'a rien dit, mais chaque personne dans l'organisation avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit ça, oui. Il personnellement. Et eux, ils t'avertissent. Ah, by the way, tu sais qu'il faut que tu te rases, right? Les gens comme qui t'appellent, ils te le disent. Ouais, puis mon agent aussi. Comme c'est une règle qui est tellement... Il a dit, tu sais, quand j'ai été tradé, ils m'ont dit félicitations, puis aussi, il faut que tu enlèves ta barbe aussi. Y a-tu des gars en ce moment qui ont une barbe chez les Islanders? Non? Aucun? Non. Juste les playoffs, ils ont le droit. C'est malade. Avant qu'on wind down, justement, parce qu'on a quand même parlé on est skip over, mais la fin, mais de Colorado, mais, tu sais, on a parlé des gars qui étaient joué à BU, mais même à Colorado, t'as joué avec Nathan McKinnon, t'as été roomie, je pense, avec Rantanen. Ouais, c'était mon roomie d'hôtel sur la route. Parle-moi un peu de ce petit malcommode-là. Encore un très bon gars qui est compétitif, mais il est tellement drôle. Tu sais, c'est un goof, comme on appelle. C'est un blagueur, il aime ça, faire des blagues. Puis, tu sais, tu check son Instagram, là, les affaires qu'il fait par rapport, tu sais, il joue au tennis, au soccer. Il est vraiment, il a une autre vie à part du hockey, ce gars-là. Puis, tu sais, tu penses, c'est comment qu'il est tellement bon de même, puis qu'il y a d'autres intérêts, tu comprends? Mais il est drôle. Là. Je me rappelle toujours la première fois, je suis rentré à la chambre d'hôtel à Dallas, puis il était en boxeur sur le plancher en train de faire des push-ups. Puis je dis, qu'est-ce que tu fais là? Ah, il dit, je fais 100 push-ups à chaque soir. Je me demandais, je dis, ouais. Il dit, ouais, mais je le fais juste sur les soirs de la pleine lune. Genre, ça m'a pogné. Je dis, qu'est-ce que tu dis, là? Parce qu'il y a de la misère un peu avec son anglais. C'est tellement drôle, là. Pour vrai, là. Il niaisait dessus? Il était sérieux? Ah, il niaise. Ouais, il niaise. Mais il niaise tout le temps, ce gars-là. Mais il fait-tu vraiment 100 push-ups par soir? Non. Il a juste fait ça parce que j'étais là. Comme, juste pour, c'est drôle. Ouais. Parle un peu la glace un peu. Ben oui, je comprends. En parlant de push-up, c'est ça, je te disais avec Jack. Avec Aiko, ouais. Il m'a dit que, à chaque été, jusqu'à temps qu'il avait 17 ans, chaque fois qu'il sortait de sa chambre, il faisait 10 push-ups. Puis chaque fois qu'il rentrait dans la chambre, il faisait 10 push-ups. Pense-y, là. Puis il a dit que ça a comme changé son physique complètement. Genre sa force physique, upper body, là. Ouais. C'est ça, il faisait ça quand il était enfant. Genre, il m'a dit, il a commencé ça à 12 ans, puis il l'a fait jusqu'à temps qu'il avait 17 ans. Chaque fois qu'il sortait, puis il rentrait de sa chambre. C'est une forme de toc, c'est quasiment, c'est ça. C'est comme, wow, il peut bien être en shape. Nathan McKinnon aussi, tu parles de lui, c'est quand même un phénomène, là, carrément. Ouais. Je veux dire, superstar. T'as quand même eu la chance de jouer avec lui, c'est juste ça, c'est comme, tu vas en avoir pour des anecdotes avec tes petits-enfants pour jusqu'à ce que tu meurs, mais parle-moi un petit peu de Nathan McKinnon, sur et hors glace. J'ai la première année que j'ai joué avec l'Avalanche, j'ai eu la chance de jouer sur sa ligne. J'ai joué 3 games avec lui. J'ai eu 2 points. Puis ce gars-là, genre, tu sais, j'ai vu que je jouais sur sa ligne, là, j'étais stressé, tu sais, je capotais. Mais dans ma tête, j'étais comme, OK, ça se peut que j'aille mon premier point dans NHL à soir. Puis je l'ai eu. Il m'a trouvé, il m'a fait une passe que, comme je m'en entendais pas en tout. Puis après ça, j'ai été capable de faire la passe c'était à Grigorenko, puis il a scoré. Moi, Grigorenko, McKinnon. Wow. Ouais, mais tu sais, un gars qui est vraiment driven, genre passionné, là, genre, ce gars-là, il aime le hockey de plus en plus à chaque jour. Comme Timo, il va être sur la glace 1 heure avant la pratique, puis il va rester 1 autre heure après la pratique. Compétitif au bout.
Puis ça a été un des gars, tu sais, quand je suis venu avec l'Avalanche, il m'a vraiment bien accueilli, puis quand j'étais sur la ligne, j'étais stressé parce que tu sais quand même je jouais avec McKinnon, puis je voulais pas faire de mauvaises passes, je voulais pas qu'il commence à se frustre parce qu'il jouait avec un kid, puis tu sais je faisais des mistakes, il était toujours là, puis il me disait toujours quoi faire sur le banc, puis c'était toujours positif, c'était jamais négatif, puis non vraiment un bon gars là encore, mais ouais. T'as-tu la chance de gros joueur, ouais, avec Crosby, on s'en rappelle. Genre quasiment autant bon qu'au hockey. Ah ouais, hein, t'as-tu la chance de... Il jouait genre du 68, là, 69. Mais ils ont fait une vidéo un moment donné avec lui, je pense, les gars Spin Checklist, puis ils le suivaient en golf. Puis, mais c'est des gars tellement compétitifs, peu importe le calibre, il va trouver le moyen de gagner. Ouais. T'as-tu la chance aussi d'un peu connaître Cale Makar? Ou de le voir jouer? Moins parce que c'était plus récent. Puis j'étais juste là avec lui pendant 1 ou 2 mois, mais c'est un gars qui parle pas trop. Tu sais, sa personnalité sur la glace est complètement différente que hors glace. Là. Sur la glace, c'est un gars énergétique qui take over. Il est capable de gérer toute la game, puis un leader. Mais hors de la glace, il parle pas tant, il fait ses affaires, vraiment sérieux. Comme un modèle, là, je te dis. Des petits joues rouges de bébé. Ouais, il fait juste... il arrête pas de smile. De sourire. Il arrête pas de sourire. Genre, à chaque fois que tu le regardes, il sourit. C'est weird. Un très bon gars. C'est parce qu'il t'aime. Il y a un kick sur toi, mais il n'est pas jamais te le dire. Finalement, avant de te laisser, je pense qu'il y a une histoire que tu as vécue, mais je sais pas c'est quoi, j'aimerais que tu me racontes, mais en Californie, c'est sûr que ça implique des artistes de rue. Ouais. What's up? C'est quoi l'histoire? Ben moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime ça, redonner à la communauté. Comme je parlais de mon frère là, avant, lui, il était diagnostiqué avec hydrocéphalus. Fait que il y avait des tubes qui passaient pas de l'eau, qui passaient de l'eau à son cerveau. Il y en avait 2 qui étaient bloqués. Donc, depuis la naissance, fait qu'il a vécu toute sa jeunesse jusqu'à ses 18 ans dans des hôpitaux d'enfants. Puis pour moi, j'ai passé beaucoup de temps là, fait que ça m'a toujours donné l'idée de vouloir redonner. J'ai fait des campagnes pour le cancer quand j'avais 12-13 ans pour l'hôpital Sainte-Justine. On a fini par ramasser 30 000. Puis c'était vraiment une bonne initiative là. Le hockey mineur de Repentigny m'a beaucoup aidé. RDS, tout ça, ils ont sorti les entrevues et tout. Fait qu'on a vraiment eu beaucoup de exposure avec ça. On a pu capable de sortir beaucoup d'argent. Mais ben oui, justement, tu as dit que c'était pas avec PJ Stock même, tu disais? Ouais, c'est ça. J'ai fait j'ai fait PJ Stock à la radio. Puis j'ai fait RDS, l'antichambre, je crois. Ou le 5 à 7, excuse. C'est ça? Le 4 à 7? Ouais, 5 à 7, ouais. 5 à 7. Ouais, fait que j'ai passé sur ça. Puis c'était vraiment écœurant, là. On parlait de Ovi avant. Ovi nous a envoyé un casque signé. No way. J'ai encore j'ai un des bâtons à Rick Nash qu'on n'a pas été capable de vendre en enchère que j'ai dans ma chambre. Mais on a vraiment on a vendu plein d'affaires de la NHL qui a des joueurs puis tout plein de monde qui ont envoyé là pour faire en sorte qu'on ait le plus d'argent pour l'hôpital Sainte-Justine. Fait que ça a toujours été quelque chose que j'aimais faire, de redonner à la communauté. Puis quand j'étais à Californie, j'ai passé du temps en Californie durant la pandémie là, au début. Puis j'étais à la plage, puis j'entendais ma chanson préférée, c'est Don Toliver, c'est un rapper. Puis je m'ai retourné, puis il y avait un gars qui dansait. Il était écœurant. Puis là, j'ai commencé à le regarder, puis j'ai donné un peu d'argent, puis j'ai commencé à y parler. Puis là, il me disait ouais, j'ai 22 ans, puis j'étais avec ma blonde, puis ma blonde elle chante. Fait que là, elle a commencé à chanter, puis elle était aussi bon que lui, là. Elle était écœurante. Puis là, je me disais, mais vous êtes-tu professionnel ou quoi? Il dit non, on fait ça pour vivre. Puis là, je dis écoute, tu fais ça pour vivre. Puis il dit notre char, il est parqué là-bas, on habite dans notre char. Puis là, je dis, ben, vous avez quel âge? C'est elle a 19, moi j'ai 22. Puis je dis, oh mon Dieu. Tu sais, pour moi, là, j'ai une chance de vivre mon rêve. Puis tu sais,
on va pas se le cacher, j'ai une très belle vie, puis de voir quelqu'un talentueux de même, puis ils étaient tellement contents, puis des sourires dans leur face, vivre dans leur auto à mon âge, là, ça m'a frappé. Fait que j'ai pris l'initiative de faire quelque chose, de partir un GoFundMe. Puis pendant la pandémie, j'avais pas de temps d'affaires à faire, fait que c'était une opportunité parfaite. Donc, on était capable d'avoir 3000 pour eux par l'internet, puis des dons de différents mondes, de tous mes amis, mes familles là. Fait que juste être capable d'utiliser ma plateforme pour aider ces gens-là, ça leur a vraiment aidé, juste 3000 pièces pour au moins être capable de vivre pour une couple de mois, de pas avoir à penser où qu'ils vont manger là, leur prochain meal. Et est-ce qu'il était encore en contact avec eux? Ouais. Ils viennent de recevoir l'argent complètement là, une couple de jours, fait qu'ils me remercient amplement, puis je vais toujours essayer de continuer de leur parler parce que, tu sais, pour moi, c'est une relation pour la vie, là. Je veux aider ces gens-là. Wow! Ouais, ben écoute, je peux pas penser à une meilleure fin pour le podcast que cette histoire de type Disney. Et écoute, merci vraiment AJ d'avoir pris le temps. Je veux remercier quand même prendre le moment de remercier ton ami qui nous a fait une passe direct sur le tape, c'est le cas de le dire, ton ami William. Ça se fait-tu? Will, yeah. Pour le tuyau. Et apparemment que tu es un gars très compétitif. Ben, c'est sûr que si tu es un athlète professionnel, t'es compétitif pour que tu te rendes là. Mais que vous gamez beaucoup, vous jouez beaucoup à NHL, le jeu e-sport, que tu aurais déjà engagé 200 piastres que tu le battrais et il t'avait battu. Non, il m'a pas battu. Pourquoi il dit ça? Et il fait dire qu'il attend toujours son argent à ce jour. Et je trouve non. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ma connexion a frappé en troisième période. Il gagnait par un but puis il me dit qu'il me battait. Ben écoute, je vais partir un GoFundMe pour ton ami William. AJ, merci vraiment d'avoir pris le temps de Toronto. Ça a été un plaisir de te parler. Je te souhaite sincèrement la meilleure des chances avec les Islanders, avec Lou, parce que quand on va se revoir, tu vas avoir d'autres anecdotes de Lou. Exact. Tout le monde a des anecdotes de Lou. Si tu n'en as pas, lis le livre de Brian Burke. Je viens de finir le Burke's Law, son livre, puis il y a plein d'anecdotes, des stratégies qu'il utilise pour garder les gars inline. Fait que merci encore. On donne 2 secondes à Sam d'arrêter l'enregistrement, mais merci, puis on se revoit dans pas long. Merci, salut. Merci AJ, ça a été un plaisir de le recevoir de sur le tape. C'est le printemps, il fait beau, allez jouer dehors, sortez vos rollerblades. OK, à la semaine prochaine, bye bye now, bye bye!